Que Pint of Science, c'est le plus grand festival de science pour grand public au monde et on est très heureux de vous y accueillir. Au niveau des sponsors, parce qu'on en a un quand même, on voudrait remercier L'Oréal et Women for Science. Vous avez des petits flyers que je vous invite à regarder, donc, qui promeut les femmes un peu dans les sciences dures, c'est pas mal. Et voilà, et bien sûr on remercie le Biscornu qui nous accueille dans cette salle ce soir. Donc, je vais vous présenter nos intervenants. Donc ce soir nous recevons monsieur Raphaël Granier de Cassagnac. Donc il est chercheur en physique des particules et romancier. Donc il a commencé par écrire des nouvelles de fantasy et aussi des scénarios pour des jeux de rôle, bien suivi. Et il a publié déjà 2 romans d'anticipation qui s'appellent Eternity Incorporated et Thinking Eternity, qui a reçu un prix de science-fiction en 2014. Notre second intervenant, hop, je vais essayer de ne pas le cacher, c'est monsieur Roland Lehoucq, qui est chercheur au laboratoire Cosmologie et Évolution des Galaxies au CEA de Saclay. Donc il a écrit plusieurs livres de vulgarisation scientifique, vous avez peut-être lu, et il participe très régulièrement à ce type d'événement, et d'ailleurs c'est la seconde fois qu'on a la chance de le recevoir à Pint of Science. Il est très demandé, on est très content de l'avoir. Et puis vous êtes aussi président des Utopiales, donc qui est le festival de science-fiction qui se déroule chaque année à Nantes. Et cette année ce sera du 29 octobre au 3 novembre, donc pour les intéressés, vous pouvez prendre des billets de train dès maintenant. Donc maintenant je vais... S'il n'y a pas grève, ouais. Donc je vais vous laisser tout de suite la parole et on va envoyer cette soirée. Bonne soirée à tous. Merci à toi, merci à Pint of Science. Moi, comme je suis à la fois scientifique et à la fois romancier, je vais nous inviter tous là à réfléchir un petit peu à une question qui est que il y a des idées ou des concepts ou des objets scientifiques qui fonctionnent hyper bien en science-fiction. Les auteurs s'en sont emparés, ils ont écrit des tonnes de livres, fait des tonnes de films sur ces aspects-là, mais qui ne marchent pas du tout dans notre monde et l'inverse. Et donc on a une espèce de matrice comme ça, si vous voulez, où il y a des choses qui marchent dans les deux, dans le vrai monde et dans le monde fictionnel, des trucs qui marchent ni dans l'un ni dans l'autre, et puis des trucs qui marchent très très bien en fiction, mais pas dans le réel, et l'inverse. Et donc pour démarrer, je vais vous donner quelques exemples comme ça, et puis dans un deuxième temps, donc on illustrera tout ça un petit peu avec le cas précis de Star Wars, dans lequel il y a pareil des objets scientifiques bien jolis dans Star Wars, mais qui dans notre monde ont peu de chances d'exister, et puis peut-être l'inverse, tu nous diras ça tout à l'heure. Alors on peut peut-être commencer par la tarte à la crème, qui est les objets scientifiques qui ont été inventés quasiment par des auteurs de science-fiction et qui ont fini par voir le jour. Alors on peut penser par exemple à la télévision. La télévision, c'est dans Albert Robida en 1892 écrit un bouquin qui s'appelle le 20e siècle, pardon, j'ai déjà pris un siècle d'avance, dans lequel il y a un objet qui ressemble à s'y méprendre à une télévision. C'est un tableau avec des images animées à l'intérieur. Alors c'est un écran plat, donc il avait déjà un petit peu d'avance sur la génération cathodique parce qu'on n'avait aucune idée que on avait l'habitude des tableaux mais pas des boîtes, quoi. La photographie était encore pas très développée. Ça s'appelait le téléphonoscope. Et donc ça préfigure complètement l'arrivée de la télévision. Donc il y a toute une catégorie comme ça d'objets technologiques qu'on a aujourd'hui qui ont été, j'ose le dire, quasiment inventés avant par des auteurs de ce qui était à l'époque de la science-fiction. Pour prendre dans un autre exemple plus proche, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les pistolets paralysants dans Star Trek, ça ressemble un petit peu au taser qu'on a aujourd'hui, qu'on n'aimerait peut-être pas avoir d'ailleurs. Voilà. Donc voilà une première catégorie. Autre catégorie, les défis technologiques. Et là je pense à la Lune. Aller sur la Lune, c'est un truc qui a travaillé les penseurs depuis très longtemps. Le premier texte vraiment qui parle d'aller voir la Lune, il date du 2e siècle après Jésus-Christ, c'est un grec qui l'a écrit. Et puis c'est récurrent, Cyrano de Bergerac, Jules Verne, Georges Méliès, Hergé avec Tintin, jusqu'à ce qu'on finisse par aller sur la Lune en 1969. Donc encore un endroit où la fiction préfigure un petit peu la réalité. Il y en a plein, hein, mais je ne vais pas vous abonder d'idées comme ça. Alors on peut regarder l'inverse, les objets qui ont beaucoup existé dans la fiction mais qui ne sont pas encore arrivés et qui ont peut-être une chance, pour certains qui n'ont aucune chance d'arriver dans la réalité. Alors je parlais de la télé tout à l'heure, à peu près en même temps que Robida, Jules Verne dans Le Château des Carpathes invente un truc qu'on dit souvent être de la télé, mais en fait c'est plus que ça, c'est en 3 dimensions, c'est une espèce de film en 3D. Ça c'est un truc qu'on voit tout le temps dans la science-fiction, ici ou là, dans Star Wars évidemment avec des 2R2, You Are My Only Hope,
mais qu'on ne voit pas dans notre quotidien. Les hologrammes existent, mais ils n'ont pas le raffinement qu'on voudrait qu'ils aient pour être massivement intéressants et commercialisés. Donc c'est un premier exemple. Je parlais d'aller sur la Lune tout à l'heure. Le voyage spatial au-delà de la Lune, c'est un truc, dans la science-fiction, on le voit tout le temps. Dans Star Wars, on fait de l'hyperespace, tout ça. Pareil, c'est quelque chose qui a, de notre point de vue, assez peu de chances d'arriver à courte échelle. Et ça, c'est parce qu'on a vraiment un verrou scientifique. La Lune, ok, ça va, on peut y aller en quelques jours, c'est facile. Déjà, Mars, c'est une autre paire de manches. Et puis, alors au-delà, dépasser le système solaire, avec des vols habités, on a même énormément de peine scientifiquement à imaginer ça. Encore pire, le voyage temporel. Le voyage dans le temps, la tarte à la crème des bouquins de science-fiction, tout le monde l'a fait. La machine à voyager dans le temps, la planète des singes, l'armée des 12 singes. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Retour vers le futur, qui en fait carrément son plan. Terminator. Et ça va plus loin, hein. Ça va plus loin, les visiteurs. Et oui, les visiteurs. Midnight in Paris de Woody Allen. Donc vous voyez, c'est un concept scientifique qui a intéressé les gens qui font de la science-fiction. Et ça reste de la science-fiction quand Woody Allen ou les visiteurs le font, mais qui allait bien au-delà, qui est extrêmement popularisé. Et bien ça, scientifiquement, on n'a aucune idée de comment ça pourrait être possible. Les théories actuelles de la physique offrent quasiment aucune chance de voyager dans le temps, c'est un rêve, c'est vraiment un rêve. Donc un concept qui a une force narrative énorme, c'est d'une richesse infinie pour la fiction, mais peu de chances d'arriver dans la vraie vie. C'est pareil pour la téléportation, par exemple. Téléportation, c'est joli. Téléportation quantique, on rêve un petit peu de téléporter d'ici ou là, et c'est un bien grand mot quand on parle de téléportation quantique, des objets singuliers, mais alors téléporter Roland à son bureau, c'est pas pour demain. Et c'est tant mieux parce que tu restes avec nous. Peut-être. Ouais. Exactement. Alors revenons sur les objets technologiques. Un autre objet qui est extrêmement utilisé en science-fiction, c'est la voiture volante. Des Robida déjà, et puis je sais pas, le 5e élément par exemple, la ville avec les voitures volantes. Puis il y en a pléthore d'exemples. Et pourtant, même si technologiquement c'est pas si difficile que ça à faire, il y a eu des prototypes dès les années 40 de voitures volantes, de petits hélicoptères individuels qui pourraient nous permettre de se balader dans des villes. Et ça se fait pas. Ça se fait pas essentiellement parce que c'est pas rentable. On n'en a pas vraiment besoin. On se démerde très bien avec le déplacement en 2 dimensions dans les villes. Je pense que ça n'aura un intérêt que quand ça ira super vite, que ce sera super pas cher, ou des choses comme ça. Donc c'est un truc qui est hyper utile en science-fiction, mais qu'on ne voit pas dans le monde actuel, essentiellement par manque de praticité, si je puis dire. Donc voilà, des exemples, il y en a des tonnes. Si vous voulez en proposer tout à l'heure, on pourra en discuter, c'est ouvert. Alors, on a rempli 2 cases dans la matrice. On peut maintenant essayer d'aller voir, est-ce qu'il y a des objets du monde réel qui ont été pas ou peu inventés dans le... Je ne l'ai pas avec moi, c'est embêtant. J'en avais un dans ma poche tout à l'heure, je l'ai oublié. Mon téléphone portable, exactement. Qui n'ont pas ou peu été inventés dans la science-fiction. Déjà, Internet. Il y a des ébauches d'Internet ici ou là dans certaines œuvres de science-fiction, mais ce n'est pas massivement utilisé comme les exemples que j'ai donnés auparavant. Et pourtant, c'est... comme la télévision, je crois, un des trucs qui a complètement changé notre vie au quotidien. En quelques années, on les a vécus, nous, ici. Donc, et ça, les auteurs de fiction n'avaient pas conçu. Il y avait des idées, mais personne n'avait compris qu'on aurait échange d'informations instantané tout le monde. Et alors, je parlais du téléphone portable, et en particulier dans nos poches. Ça, c'est un autre truc. Les auteurs de science-fiction, quand ils imaginaient les ordinateurs du futur, c'était souvent des trucs énormes qui avaient une capacité inférieure à nos téléphones portables actuels. Donc ça, c'est un des trucs qui a été très peu ou pas anticipé. La géolocalisation, pareil. Donc vous avez dans vos poches un objet qui a au moins 2 ou 3 fonctions qui ont pas mal changé notre vie et qui n'ont pas été anticipées par les auteurs de science-fiction. Sur un autre registre complètement, en cherchant pour préparer ce soir, je suis tombé sur un article qui en citait un autre et j'y avais jamais pensé en fait. C'est bête, c'est dans le domaine médical, il y a plein de choses aussi, mais par exemple la contraception. La contraception qui a aussi changé pas mal nos vies. C'est quelque chose que les auteurs de science-fiction dans les années 60 n'ont pas ou très peu envisagé, alors peut-être par pudeur ou quelque chose comme ça, peut-être que c'était des thèmes qui étaient moins faciles d'aborder, peut-être la religion, ils n'étaient pas très religieux en moyenne. Dans la nuit des temps, il y a des idées, mais la pilule contraceptive, le truc qui est extrêmement courant aujourd'hui, n'a pas vraiment été invité. Et alors pour finir, il manque une case dans ma matrice, là, c'est les inventions scientifiques ou technologiques qui ne seraient pas intéressantes ni du point de vue fictionnel, ni du point de vue réel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'application dans le monde réel, il n'y a pas d'objets technologiques qui en dérivent,
ou d'aventures qui en dérivent. Et alors là, il y en a pas mal en fait, mais je vous en cite une parce qu'elle est proche de mon domaine d'activité. C'est par exemple les supercordes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des supercordes, mais les physiciens des particules aujourd'hui, parce qu'ils en ont besoin dans des équations, c'est vraiment une exigence de pensée. Ils sont limite au niveau de la philosophie. Pour construire des équations qui permettent de rendre compte des interactions des particules élémentaires, ils nous disent que normalement, les particules ne sont plus des points, mais des petites cordes. Et surtout, le truc qui est le plus intéressant dans la discussion, c'est que ça ne peut exister que dans un monde à 11 dimensions. Donc eux, ils nous disent, voilà, en principe, aujourd'hui, on vit dans un monde, si on a bien compris les équations fondamentales des particules, on vivrait plutôt dans un monde à 11 dimensions qu'à, disons, 4 dimensions comme on les connaît, donc les 3 d'espace et celle de temps. Et bien ça, c'est super beau, c'est extrêmement élégant, la construction est intéressante, mais ça n'a pas, quasiment pas, d'application dans le monde réel. Personne ne pense à un objet technologique ou une influence quelconque de ces supercordes sur notre vie courante, le réel. C'est même des théories qui ne restent que théoriques, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a aucune preuve expérimentale que c'est vrai. C'est de la pensée, c'est avancée théorique. Et puis de l'autre côté, les auteurs de science-fiction, il y en a quelques-uns qui ont tenté des trucs avec des supercordes et des 11 dimensions, mais c'est un truc qui est extrêmement difficile au point de vue narratif. Qu'est-ce qu'on peut inventer à raconter qui soit intéressant pour nous avec une histoire à 11 dimensions Donc voilà, vous avez la matrice est à peu près remplie. Peut-être dans la discussion, on pourrait vous amuser ou on s'amusera à poser d'autres choses comme, je sais pas, les robots, les implants cybernétiques, les clones, quoi d'autre. T'as une autre idée ? L'intelligence artificielle, c'était mon 4e exemple en plus que j'avais. Et il y en a plein d'autres. Donc voilà, je vous laisse avec ce panorama très global. Réfléchissez-y. Si vous avez des technologies ou des choses que vous voulez qu'on essaye de classer dans cette matrice, on y reviendra tranquillement tout à l'heure. Mon usage de la science-fiction est un peu différent. J'utilise la science-fiction pour parler de science et pour pratiquer les sciences. Donc ça paraît un peu curieux parce qu'évidemment la science-fiction, on dit ah c'est de la science-fiction. Genre ça veut dire c'est de la merde et tout ce qui est dedans est faux, ce qui n'est pas tout à fait faux. Essentiellement ce qui est dedans est faux. Mais son intérêt est ailleurs. Son intérêt c'est pas d'inventer des sciences. Enfin évidemment elle l'a fait par moments. Essentiellement elle s'est trompée ou elle a fait des choses un peu exagérées. Mais son objectif n'était pas d'inventer la machine qui fait poète ou le truc qui fait schmoll. Son objectif était tout autre, c'était plutôt, à mon sens, la science-fiction, son objet est plutôt d'envisager les conséquences du progrès scientifique et technique sur les humains. Et de se dire, imaginons que je sache faire ça, c'est quoi les conséquences? Ça, c'est voyager dans l'espace à très grande vitesse, cloner des êtres humains, faire des intelligences artificielles, avoir des robots serviteurs, être capable de faire je ne sais quoi de plus extraordinaire encore. Et ça a quoi comme conséquence chez les humains? Je suis dans une société où le clonage humain existe et ça vaut 100 000 €. C'est cher, mais beaucoup de gens peuvent se le payer. C'est quoi la société dans laquelle on vit? Donc, à mon sens, la science-fiction intéressante, c'est celle qui se préoccupe plutôt des humains et des conséquences du progrès scientifique et technique sur les humains, y compris si ce progrès n'existe pas ou n'existera jamais. Le voyage dans le temps, le clonage à l'époque où c'était imaginé, qu'on pense par exemple au Meilleur des mondes ou à d'autres romans, on se contrefout de savoir comment c'est fait. L'auteur invente une méthode et on se fout de savoir si elle marche ou pas, on dit ça se fait et puis c'est quoi les conséquences. Donc c'est en ce sens que la science-fiction parfois tombe juste parce qu'elle trouve une méthode où elle propose un objet qui se trouvera être fonctionner plus tard ou inventé plus tard, mais l'objet lui-même n'est pas important, mais c'est que c'est plus important, ce sont ses conséquences. Alors néanmoins, on peut quand même faire de la science avec ce que l'on voit dans la science-fiction, parce que malgré tout, les auteurs de science-fiction ne sont pas des abrutis, ils se renseignent. Alors quand ils sont scientifiques, évidemment, c'est encore plus facile pour eux, mais quand ils ne le sont pas, ils se renseignent aussi. Ils lisent de la science, ils lisent, je ne sais pas, l'équivalent de Science et Avenir, de Science et Vie, enfin, quelle que soit l'époque, ils lisent des choses, et avec ça, et puis les idées qu'ils ont envie de mettre en scène, ils choisissent, ils piochent des idées qui les inspirent, et puis ils créent un monde, éventuellement en déformant, en transformant la science qu'ils ont piochée, ci et là, et puis en faisant des trucs incroyables. Jules Verne, il n'a pas inventé le sous-marin, il n'a pas inventé l'électricité, simplement il y avait déjà des trucs à l'électricité, il y avait déjà des trucs qui allaient sous l'eau qu'on appelait des sous-marins, et c'était essentiellement à pédale. Il y a des gars à l'intérieur qui vraiment pédalaient, et puis c'était sous 20 cm d'eau. Bon ben lui, il a fait plus malin, il a mis les deux ensemble, ce qui est assez malin, mais c'est pas extraordinaire. Mais là où il est vraiment malin, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il a mis les deux ensemble pour faire vraiment un objet qui va au fond des océans. Mais il a fait deux choses. La première, c'est de la didactique. Il a expliqué à la foule émerveillée l'intérêt d'aller au fond des océans pour y voir plein de trucs. Et donc il a raconté, il y a des pages entières où il y a des noms de poissons. Tout ce qu'on voit dans les eaux, on se fait chier à lire ça.
Mais voilà, il veut faire de la didactique, donc il y avait déjà dans l'idée, en tout cas de Jules Verne et des précurseurs, ça ne s'appelait pas science-fiction à l'époque, mais l'idée que la science-fiction pouvait servir à, disons, parler des sciences de façon aimable, à faire rêver, faire quelque chose qui s'est appelé plus tard le merveilleux scientifique. Le roman de merveilleux scientifique, c'est Maurice Renard qui a forgé cette expression. Le merveilleux scientifique, c'est un roman où la merveille est envisagée scientifiquement et où la science est poussée jusqu'à la merveille. Et ça tombe assez bien dans la science-fiction. Mais ce que fait en plus Jules Verne, qui passe en fait assez inaperçu finalement, parce qu'on dit quel génie, il a inventé le sous-marin, quel génie, il a inventé les machines volantes, ou je ne sais quoi. Mais ce qui est là où c'est beaucoup plus génial, c'est que Nemo ayant le Nautilus, il devient invulnérable et il peut couler impunément les navires anglais qui l'ont fait chier parce que les Anglais les détestent, et il coule impunément les navires anglais. Et ça, c'est une conséquence très directe de ce progrès-là, qu'on peut faire le salon victorien, les bourgeois, le beau salon bourgeois au fond des océans, et en plus on raconte la science en jouant de l'orgue, sympa. Mais là, ça serait qu'un cadre, mais il en tire une conséquence, et c'est là où ça devient intéressant. Donc tout ça, je dis ça en général sur la science-fiction. Notre propos sera peut-être plus de science, mais ce qui est intéressant dans la science-fiction, c'est pas tant la science qu'elle montre que les conséquences qu'elle envisage sur les humains. L'objet technique dont on envisage les conséquences ayant finalement assez peu d'importance, qu'il soit fonctionnel ou pas, plausible ou pas, on s'en fout, ce qui compte c'est les conséquences, la question qu'on pose. Alors néanmoins, dans la science-fiction, comme je disais tout à l'heure, on voit beaucoup d'objets techniques ou de sciences qui parfois évoquent des choses pour un scientifique sans être complètement hors jeu, ça évoque des choses et on peut se demander est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. L'essentiel du temps, ça ne marche pas ou ça ne marche pas très bien. Donc on pourrait s'arrêter là et dire bon, en gros c'est de la merde parce que ça ne marche pas. Évidemment, une œuvre de science-fiction, littéraire ou cinématographique, n'est pas bonne ou mauvaise parce que la science y est bien ou mal traitée, évidemment. Elle est bonne ou mauvaise parce que le scénario ou l'histoire est bonne ou mauvaise. Prometheus c'est nul parce que le scénario est nul. Star Wars c'est bien parce que le scénario est bien. Et on s'en branle que les sabres laser ça ne marche pas, on le saura tout à l'heure. Donc ça n'a rien à voir avec la qualité de la science qui est dedans, évidemment. Si la science qui est dedans est bien au passage, ça satisfera quelques dingues de science, quelques geeks, et puis c'est marre, quoi. Mais essentiellement, ça ne gênera pas l'ensemble du public. Alors moi, ce que je fais, au-delà de cette question, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, qu'on est en droit de se poser, mais sans être désagréable, moi je ne cherche pas à être désagréable avec ces films ou ces œuvres. J'aime la science-fiction, j'en ai depuis que j'ai 13 ans, donc je ne risque pas de dire tout ça, ça ne va pas, ça m'intéresse la science-fiction. Ou les films aussi. Mais on peut essayer de pratiquer les sciences et d'essayer par le raisonnement des sciences, par les outils de la science, les outils mentaux, mais les outils factuels, les connaissances scientifiques, mais aussi les outils mentaux, la méthodologie scientifique, on peut essayer d'obtenir des informations sur le monde qui nous est présenté, des informations qui ne sont pas explicitement données dans le monde. Et c'est là où ça devient marrant, parce que, à la limite, on va prendre Star Wars, que George Lucas, il ait voulu bien faire ou pas, à la limite, moi, je m'en fous. Je prends ces films comme une sorte de réalité qui m'est donnée, comme le ciel et les événements célestes sont donnés a priori, je ne peux pas agir sur eux. Les étoiles explosent, le soleil brille ou la lune tourne autour de la Terre, tout ça, je ne peux que le constater et essayer de le comprendre en l'observant et en faisant de la physique de laboratoire, en essayant de comprendre les lois du monde ici et maintenant sur Terre. Et j'essaie d'avoir une description cohérente de ce que j'observe sans pouvoir agir dessus, sans pouvoir y aller et sans pouvoir le reproduire en laboratoire. Eh bien pour moi, Star Wars ou les autres, c'est pareil. Je ne peux pas agir dessus, je ne peux que les observer et essayer de temps en temps, parce qu'il y a plein d'endroits où ça ne marche pas, de temps en temps de comprendre ce qui se passe. Et un exemple que j'aime bien citer, on le fera tout à l'heure, je laisse la question comme ça en suspens, c'est quelle est la puissance d'un sabre laser? Vous avez 1 heure. Enfin, vous avez 12 heures pour voir les 6 DVD, ou les 7 maintenant, vous vous démerdez avec ça, vous écoutez bien, vous tendez l'oreille pour voir s'il n'y a pas un dingue qui dit « Ah, mon sabre laser de 100 mégawatts !» Non, non, personne ne dit ça. Donc si vous vous posez la question, le sabre laser, quelle puissance, qui est une question légitime, vous n'avez pas la réponse dans le film, et il y a les ingrédients dans le film pour y répondre, à condition de savoir un peu de science, 2 choses, d'avoir des éléments de connaissances scientifiques, des sortes de faits scientifiques, et deuxièmement, de comprendre ce qu'est la méthode scientifique, comment un scientifique s'empare d'un problème que j'appelle mal posé, et essaie d'y répondre. Exemple de problème mal posé, quel est l'âge de l'univers? Vous avez 1 siècle. Je vous donne 1 siècle parce que c'est la durée qu'il a fallu entre le moment... Enfin, on se pose cette question depuis bien plus longtemps qu'1 siècle. Simplement, ça fait 1 siècle qu'on a à peu près les moyens à la fois théoriques, depuis la publication de la relativité générale d'Einstein, et les moyens observationnels, mais qu'il a fallu élaborer tout au long de ce siècle, en plus de la compréhension fine de cette théorie d'Einstein,
pour élaborer des modèles qui décrivent l'évolution de l'univers et les paramètres de ce modèle dont un est l'âge de l'univers, quelque chose qui est équivalent à l'âge de l'univers, l'ajuster au mieux des observations. Donc c'est une mesure qui se fait de sorte que la valeur qu'on donne à l'âge de l'univers soit au mieux adaptée entre le modèle que l'on a et les observations que l'on fait. On fait exactement la même chose, je fais exactement la même chose avec ces films de science-fiction. Essayer de rendre cohérent ce que je vois et ce que je sais de mon monde, en faisant une hypothèse, c'est que les lois de ce monde, mettons de Star Wars, sont les mêmes que les lois du mien. Si ce ne sont pas les mêmes, alors on peut boire des bières et discuter de ce qu'on veut et arrêter là. Si ce sont les mêmes, on peut effectivement tenter le coup de temps en temps, quand ça marche, quand le film, par hasard, par chance, tombe bien, ou du moins est cohérent avec notre réalité. Je ne fais pas ça, par exemple, avec Harry Potter, parce que Harry Potter, ça résulte, c'est explicitement de la magie, et donc ce sont des lois qui ne sont pas les mêmes que celles de mon monde, et comme je n'ai aucun moyen d'aller là-bas, je n'ai aucun moyen d'expérimenter ces lois directement, et aucun moyen de les connaître. Et les astrophysiciens qui observent le ciel font exactement la même hypothèse. Les lois d'ici et maintenant sont les mêmes que les lois qui prévalent dans tout l'univers entier, de sorte que je peux me faire une idée de ce qui se passe au centre d'une étoile, dans une galaxie lointaine ou au fin fond de l'univers, avec la lumière qui m'en vient, et quelques particules, et maintenant des ondes gravitationnelles, et la physique d'ici et maintenant. Et avec tout ça, j'arrive à faire une description cohérente entre ce qui est vu et ce qui est compris dans les laboratoires sur Terre. On fait la même chose, c'est ce que je pratique moi avec Star Wars. Star Wars par exemple, mais si vous voulez Avatar, on fait Avatar. Si vous voulez Star Trek, on fait Star. Après, c'est sans fin. Une fois qu'on a compris l'idée, la bobine se débobine toute seule. Et ce que l'on fait là, c'est pratiquer les sciences. Et pas seulement exposer, ah oui, le sabre laser, alors c'est quoi un laser? Ah oui, les hologrammes, c'est quoi un hologramme? Ce qu'on peut faire, évidemment, au passage, ou les voitures volantes, comment ça pourrait marcher, ou pourquoi c'est idiot de faire une voiture volante. Posez-vous la question, pourquoi c'est idiot de faire une voiture volante, quoi? Pourquoi ça n'a aucun intérêt? C'est une question, on peut se demander pourquoi. Pourquoi c'est cher? Enfin, la question, on peut dire parce que c'est cher, mais pourquoi c'est cher? Donc là, c'est une question que je laisse ouverte et auquel on peut essayer de répondre ensemble ensuite. Il peut y avoir plusieurs réponses. Et là, la discussion est intéressante parce que ça devient une discussion presque entre scientifiques ou comme entre scientifiques, où il y a plusieurs hypothèses qui s'affrontent, qui se discutent, qui se négocient, et on choisit la meilleure ou les meilleures, la plus plausible, la plus probable. Et c'est comme ça que se font les sciences, par confrontation directe entre plusieurs visions du monde, dont une, éventuellement parfois deux ou trois, mais typiquement une, prévaut un certain temps jusqu'à ce qu'elle ait été mise en défaut par une nouvelle observation, par une nouvelle expérience. Voilà. Et donc j'essaie, moi, de à la fois parler de science, plaisamment parce que c'est Star Wars, vous êtes là parce qu'il y a marqué Star Wars dans le titre, plus que parce qu'il y a marqué science, peut-être les deux à la fois, j'espère les deux à la fois, et en même temps de montrer comment se font la science, comment la science se construit, comment les connaissances scientifiques s'élaborent, et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un ou d'une scientifique quand il réfléchit à ces problèmes, même si réfléchir sur Star Wars, le CEA ne me paye pas pour ça, bien entendu, et en même temps, c'est quelque chose qui est suffisamment superficiel pour que ça montre toutes les choses importantes, mais on ne va pas y passer des plombs non plus, enfin moi j'y passe pas des plombs non plus, parce que la seule réalité vraiment intéressante, c'est la nôtre, celle qui se joue devant nous, bien entendu. Voilà, donc là, je ne sais pas, j'ai dû faire peut-être un peu long. En tout cas, maintenant on est disponible pour vos questions. Là, c'était l'idée de lancer, les questions, de lancer un peu l'ambiance. Si vous ne savez rien dire, je peux parler sur Star Wars pendant 3 heures sans m'arrêter. Je pense que si vous ne savez rien dire, Raphaël lui-même peut parler de plein de choses, dont Star Wars et plein d'autres trucs pendant à peu près 3 heures aussi. Donc il ne faut pas trop nous agacer. On peut tenir longtemps, à part le fait que je sois crevé. Donc si vous n'avez rien à dire, on peut continuer. Donc vous ne vous sentez pas gêné. Si vous avez des trucs à dire, super, ça permet de lancer la discussion, à dire des questions à poser, des remarques à faire, des idées à lancer. On est là pour ça ce soir et pour que ce soit assez interactif, disons. Voilà, merci à vous pour cette introduction, pour l'attention à cette introduction. L'interaction entre la fiction et la réalité. Ouais. En tant que chercheur, est-ce qu'il y a une vraie contrainte de l'obligation de résultats de tout ce qu'on cherche dans la réalité? On ne s'appelle pas des trouveurs, on s'appelle des chercheurs. Et c'est très important. On est payé pour chercher, pas forcément pour trouver. Et l'histoire de la physique et d'un peu tous les domaines est pavée de choses qui illustrent ça. Moi, j'aime bien souvent citer, et j'espère que la citation est correcte, Hertz, l'inventeur des ondes, qui aurait dit que les ondes ne serviraient jamais à rien.
Les ondes électromagnétiques. Hein. Donc, bon, aujourd'hui, vous êtes traversé par un nombre d'ondes électromagnétiques absolument incroyable. Vous avez tous des objets dans vos poches qui les utilisent, le téléphone, la télé, tout ça. Enfin, bon, c'est un exemple parmi plein, si tu veux. Mais après, ça dépend de ce que tu appelles une obligation de résultat, si tu veux. C'est-à-dire qu'un chercheur doit, oui, travailler, doit chercher. Donc, il doit, en principe, publier. Alors, il y a des grosses questions sur le rythme des publications. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, aujourd'hui, que si Einstein existait aujourd'hui, peut-être qu'il existe d'ailleurs, il n'aurait pas assez de temps pour mûrir ses réflexions, réfléchir pour arriver jusqu'à ces 4 articles de 1905 qui ont révolutionné toute la physique, parce qu'on lui demanderait de publier tous les ans. Donc voilà, donc tu vois, il faut faire très attention à cette question. Il ne faut pas payer un chercheur pour qu'il trouve absolument, ni même pour qu'il publie rapidement. Donc la réponse est oui et non. Maintenant, il y a quand même des justifications. Moi je travaille au CERN, si tu veux, donc je peux élaborer un petit peu là-dessus. Le CERN coûte quand même relativement cher. Je dis relativement, parce que ça coûte pas si cher que ça quand tu divises par le nombre d'États qui ont mis de l'argent dedans. Ça coûte beaucoup moins cher que faire la guerre. Et c'est un exemple. Et le CERN a dû se justifier. Et a dû plusieurs fois se justifier de pourquoi on devait mettre de l'argent là-dedans. Et en gros, il y a 4 justifications. La première, c'est le savoir. La première justification absolue du travail de tout chercheur, c'est de repousser les limites du savoir. Et pour moi, il y en a, c'est vraiment, ça pourrait rester à jamais la première. C'est vraiment la première justification. La deuxième, c'est ce que je disais à propos de Hertz, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as aucune idée de ce à quoi peut servir le boson de Higgs aujourd'hui, ou autre, que demain ça n'aura pas une application. Et l'histoire de la physique est pavée d'exemples qui le montrent. La relativité générale. Je pense que quand Einstein a développé la relativité générale, lui-même ne pensait pas qu'un jour elle servirait à des choses assez concrètes. Et la chose assez concrète, c'est le GPS. Dans vos GPS, enfin peut-être pas dans les nôtres, mais dans les GPS militaires qui ont une précision, je crois, en dessous tu sais, c'est quelques mètres, je crois, du mètre. Il y a des corrections de relativité générale. On ne peut pas descendre en dessous si on ne met pas ces corrections-là. C'est un autre exemple. Troisième exemple, la technologie, c'est-à-dire que sont développées dans la technologie spatiale, au CERN et dans plein d'autres endroits, des technologies qui ne seraient pas développées pour des applications concrètes, mais qui en trouvent très rapidement. Exemple tarte à la crème, l'institution dans laquelle il y a le plus d'accélérateurs de particules aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est les universités, les centres de recherche? L'hôpital, c'est l'hôpital. C'est les hôpitaux, il y a des centaines d'accélérateurs de particules dans les hôpitaux pour traiter le cancer. Donc, et les premiers qui ont fait des accélérateurs de particules n'avaient aucune idée que ça finirait par servir à ça. Et voilà, la quatrième justification, moi je l'aime beaucoup au CERN, et elle est plus floue, c'est qu'on entretient, nous scientifiques, entretenons une espèce de communauté internationale apolitique qui se parle, qui se fait fi de toutes les luttes entre États. Moi, physicien nucléaire, je travaille avec des Iraniens. On fait rien de mal. Hein. Et donc voilà, 4 grandes justifications pour lesquelles il faut absolument faire de la recherche. Et puis là, je parle de la recherche dans le sens de big science, mais la toute première justification, elle s'applique à tous les domaines de recherche. Oui, je peux rajouter quand même pour le CERN, on peut quand même rajouter un truc, c'est que les besoins du CERN, les besoins techniques du CERN, ça a créé ce qu'on appelle le web maintenant. www, c'est juste le CERN, quoi, pour commencer. Tim Berners-Lee a dit, on le fait, c'est utile pour le fonctionnement des physiciens et des équipes qui travaillent au CERN, on le fait, et voilà. Essayez de vous en passer maintenant de www. Ce qui suit derrière, voilà, juste ça. Je ne parle pas sur le cloud computing, je ne parle pas sur les mémoires, enfin voilà. Donc, on ne peut pas sous-estimer l'importance du CERN en particulier, mais de la big science, mais aussi de la small science aussi à tous les niveaux. Donc la science désintéressée est absolument importante, et c'est pas, comme disait l'autre, en perfectionnant la bougie qu'on invente l'électricité. Donc à un moment donné, il faut arrêter de gonfler les mecs qui cherchent, et puis voir ce qu'ils trouvent. Et on verra, et dans le tas, il y aura des trucs. Voilà. Il y a une autre question sur la science, sur Star Wars, même sur Star Trek. Non? Bon, la puissance sabre laser, c'est combien? On va le faire en vrai. Vous voulez la réponse? D'abord, il faut réfléchir. Quelques centrales nucléaires, j'entends ici. Alors là, c'est un ordre de grandeur qui est pas mal. C'est pas mal. Déjà, on sait qu'un sabre laser peut traverser plusieurs centimètres d'acier juste en point de fusion. Ouais. Donc, en connaissant la température de fusion de l'acier,
et la dispersion de la chaleur dans la masse, peut-être qu'on peut imaginer la puissance nécessaire. Absolument, c'est-à-dire ça c'est dont je fais référence à une scène où on voit Qui-Gon Jinn qui a dans l'épisode 1, il plonge son sabre laser dans une grosse porte métallique, alors en d'acier peut-être, en tout cas métallique manifestement, qui se ferme. De l'autre côté il y a les deux vice-rois, les deux méchants. Qui-Gon Jinn n'est pas très content, il plonge son sabre laser, il touille un peu, et puis il y a un bout de porte qui fond. Du côté des vice-rois, on voit la porte qui fond, ça coule. Hein. Dans le film, on voit couler la porte. Alors là, ils rigolent pas les gars. Bon après, les droïdékas qui arrivent, bon ça s'arrange. Et donc là, exactement, avec cette scène-là, c'est cette scène cruciale qui permet de déterminer la puissance du sabre laser. Essentiellement en se disant, qu'est-ce qu'il a fait Qui-Gon Jinn? Son sabre laser, il a donné de l'énergie au métal de la porte, qui est de l'acier par exemple, ça pourrait être plein de trucs. En tout cas, si on fait l'hypothèse que c'est comme chez nous, c'est un métal qui est un mélange d'éléments qu'on trouve dans la classification périodique, donc c'est ce qu'on veut, mais c'est pas le super métalloïde extraterrestre qui résiste à tout. Ça peut être de l'adamantium, hein. Non, parce que il faudrait ça peut s'appeler l'adamantium, mais c'est un mélange de carbone, de fer, d'oxygène, enfin de ce que vous voulez, mais comme dans la table de Mendeleïev, enfin, c'est pas un truc qui vient du fond des âges. Il y a 92 éléments naturels, c'est un mélange de ces 92 éléments. Bon, donc mettons de l'acier, comme ça c'est pratique, et puis il touille un peu et ça fond. Donc ça va dépendre de la masse d'acier qu'il a fait fondre. Faire fondre 1 kilo d'acier ou faire fondre 1 tonne d'acier, ben, c'est pas la même quantité d'énergie. Et la puissance, c'est l'énergie que vous avez mise dans le système, divisée par la durée qu'il vous a fallu pour la mettre, cette énergie. Jeter beaucoup d'énergie en 1 seconde, ça va faire une énorme puissance. Si vous mettez beaucoup d'énergie en beaucoup de temps, ça fera une puissance minable. Hein. La puissance, c'est le débit d'énergie. Si on prend l'équivalent de la baignoire, vous avez une baignoire de 100 litres à remplir, vous la remplissez avec de l'eau. L'eau, ça sera l'énergie. Vous vous mettez 100 litres d'énergie dans la baignoire. Si vous mettez 1 litre par seconde, ben, il faudra 100 secondes. Si vous mettez 10 litres par seconde, il faudra 10 secondes. Si vous mettez 100 litres par seconde, il faut 1 seconde pour remplir la baignoire. Le débit d'eau, les litres par seconde, c'est la puissance. Donc il y a ces deux éléments-là qui vont ensemble, l'énergie pour transformer les choses, et la puissance, c'est le débit. C'est un peu comme dans l'argent, les dollars ou les euros, c'est l'énergie, et le rythme auquel vous pouvez les fournir, c'est la puissance. Les deux sont importants. Si vous voulez acheter une maison à 100 000 euros, enfin pas à Paris, mais mettons dans la Creuse, vous voulez construire une maison à 100 000 euros dans la Creuse, vous avez 100 000 euros sur votre compte en banque, donc a priori vous avez l'énergie, mais si vous ne pouvez payer que 1 euro par jour, pour X raisons, personne ne travaillera pour vous pour ce prix-là. Donc vous avez l'énergie, mais pas la puissance. Il faut pouvoir lâcher les euros par paquet de 10 000, disons, ou par paquet de 1000. Et là, vous pourrez construire votre maison. D'accord ? Donc c'est important d'avoir à la fois l'énergie pour faire la transformation, mais cette énergie, il faut la débiter à un rythme suffisant. C'est pour ça que je m'intéresse à la puissance du sabre laser, qui est combien d'énergie il faut pour faire fondre cette putain de porte, divisé par le temps qu'il a fallu. Et quand on regarde dans le film, il faut quelques secondes, 3, 4 ou 5 secondes. Un temps assez court. C'est là où il y a beaucoup de puissance dans le sabre laser. Alors pour calculer l'énergie, ben, ça se calcule. Vous prenez, mettons, de l'acier, il faut estimer le volume d'acier. Alors vous comparez le trou qu'il a fait avec la taille du personnage, l'épaisseur de la porte comme une lame de sabre laser, peut-être 1 mètre d'épaisseur, 1 mètre de diamètre. Donc il y a un cylindre d'1 mètre d'épaisseur, 1 mètre de diamètre, ça fait un volume. Vous vous rappelez tous du volume du cylindre, évidemment. Vous le calculez. Vous mesurez, vous regardez dans les livres ou sur Wikipédia la masse volumique de l'acier. Combien ça pèse 1 mètre cube d'acier? 1 mètre cube d'acier, ça pèse 8 tonnes. Vous avez alors le volume du cylindre qui fait 1 mètre de diamètre et 1 mètre d'épaisseur, c'est pi sur 4 mètres cubes, donc 3 quarts de mètre cube. 3 quarts de mètre cube fois 8 tonnes, ça vous fait 6 tonnes d'acier qu'on fondu en 4 secondes. Et pour faire fondre 6 tonnes d'acier, il faut chauffer de la température ambiante à la température de fusion de l'acier, 1500 degrés à peu près. Vas-y, paye la température, enfin paye la chaleur, vas-y. Et puis il faut payer un petit bonus, pour ceux qui ont fait de la physique, ça s'appelle la chaleur latente. Bon, on oublie, il faut payer un bonus, comme ça un backshit supplémentaire. Ça se calcule. Vous obtenez beaucoup d'énergie, vous divisez par 3 secondes, et l'ordre de grandeur, pour l'acier, c'est 1 gigawatt. Donc 1 cœur de centrale nucléaire. Voilà. Donc ça veut dire que le sabre laser, qui est ce truc-là, qui est gros comme le micro, quoi, et bien quand vous appuyez dessus, il y a un truc qui sort, et qui en lumière est capable de fournir pendant quelques secondes une centrale nucléaire de puissance. Dans un truc qui est gros comme ça. Donc ça veut dire, c'est pas des piles, quoi. C'est la force, qu'on devrait d'ailleurs appeler la puissance, incidemment. Alors en même temps, ça a des choses intéressantes. D'abord, tu as peut-être une remarque, Raphaël. Et sinon, donc on voit un truc, 1 gigawatt, une centrale nucléaire, donc on se dit d'accord, ça marche pas.
Il y a d'autres arguments pour dire que le sabre laser, ça ne marche pas, bien plus simple. Celui-là, il est un peu sophistiqué, mais on arrive encore à la... C'est au moins le quatrième argument qui peut dire ça ne marche pas. Voilà, ok. On s'en fout que ça ne marche pas. Tout le monde en veut un sabre laser dans cette salle, c'est évident. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est pas la réponse qu'on trouve, c'est le raisonnement qu'on a fait. Et les conclusions qu'on en tire. C'est là où ça devient intéressant, c'est les conclusions qu'on en tire. Maintenant, le gars, il a une machine dans sa main qui s'appelle sabre laser. C'est pas des piles, parce que sinon c'est une centrale nucléaire. Ça veut dire que le gars, on ne sait pas comment, il s'alimente à la force, il fout ça dedans, et dedans, la force, c'est pas de la lumière, ça se verrait sinon. Donc il y a une machine dans le sabre laser qui transforme la force en lumière. Attends, t'as peut-être des contraintes. Il y a des cristaux de convection à l'intérieur du monde. Il y a des questions, vas-y alors, Raphaël. Donc moi j'en suis là pour l'instant dans mon raisonnement. Il y a donc une machine, on va discuter, qui transforme la force en lumière. Alors remarque de Raphaël. Mais il n'y a pas des mecs qui n'ont pas la force qui ont réussi à allumer des sabres laser? Si. Ah, t'as raison. c'est pas le canon là. Alors, donc les mecs qui n'ont pas la force, ça veut dire qu'il y a une pile dedans, et là du coup on n'y croit pas. Alors, d'ailleurs que ça soit le... T'as raison, t'as absolument raison. Donc si c'est pas le mec qui si c'est pas une machine qui transforme la force en lumière, c'est une pile qui transforme on sait pas quoi, mais beaucoup en lumière. Et on sait pas quoi, c'est beaucoup, beaucoup trop en fait. Une pile d'antimatière. C'est une pile d'antimatière peut-être, et encore, bon bref, il faudrait réfléchir. Mais... Et en tout cas, il y a une machine dedans qui transforme une forme d'énergie en une autre. Comme on fait l'essence, de l'énergie chimique dans un moteur, ça donne l'énergie mécanique, 20%, et 80% de la chaleur et du frottement. D'accord, 20% de l'énergie chimique de l'essence, ça devient du mouvement. C'est-à-dire que les moteurs de bagnole, c'est de la merde du point de vue du rendement. Donnez-moi un exemple de machine plus efficace que ça. 20%, c'est nul. Il faut arrêter de rouler en voiture. L'énergie hydraulique. Alors, les machines qui transforment la chute de l'eau des montagnes en électricité, qu'on appelle une turbine, avec un alternateur pour en faire de l'électricité, les rendements, ça varie effectivement entre 85 et 90%. C'est des très jolies machines. Une autre machine très efficace, beaucoup plus quotidienne. Les pompes à chaleur, alors elles ont même des rendements supérieurs à 100% parce que, bon, bref, les pompes à chaleur sont assez efficaces. Elles sont supérieures à 100% parce qu'en fait, on ne les voit pas prendre de la chaleur d'un endroit pour la mettre dans un autre. Mais les pompes à chaleur, le rendement intrinsèque est plus faible que 100% et pas très important, mais elles ont des rendements finaux. Elles donnent plus de chaleur qu'on a mis d'électricité dedans parce qu'elles la prennent de quelque part. Il y a deux sources en fait. Il n'y a pas que la centrale nucléaire, si je veux dire, pour la France. Et les éoliennes? Les éoliennes, c'est très mauvais comme rendement. C'est les alternateurs, mais alors, il y aurait deux choses dans l'éolienne. Il y a l'alternateur, quand l'éolienne tourne, et il y a le fait que le vent est là ou pas. Alors, si on ne fait compte que de l'alternateur, c'est comme un alternateur, donc là, c'est des assez bons rendements. Les machines électriques ont des bons rendements, genre 80%. Mais le vent, quand il n'est pas là, c'est 0. Et donc, le bilan global d'une éolienne, c'est plutôt 20%. Parce que des fois, le vent, il est là, des fois, il n'est pas là. Alors que l'eau qui tombe, tant que l'eau tombe, ou tant que la rivière coule, alors la rivière, elle coule tout le temps quand c'est des hydroélectricités de flux. L'important de bien passer. Voilà, il y a du vent le plus souvent possible. Mais une machine qui marche très très bien, c'est le vélo. Le vélo est une remarquable machine qui transforme à peu près 90% de votre énergie musculaire en énergie de mouvement et le 10% en frottement, sur l'air ou sur le sol. Le vélo est une remarquable machine qui transforme très bien votre énergie musculaire en énergie de mouvement. Alors imaginons que la machine qui est dans le sabre laser elle a un rendement extraordinaire. 99,9, ça n'existe pas. Il n'y a aucune machine sur Terre qui fait ça. 99,9. Il y a 1 millième qui est perdu. Et c'est perdu en quoi? Typiquement, ça finit en chaleur. 1 millième perdu en chaleur. Comme elle fait péter 1 gigawatt là, ça veut dire qu'elle perd 1 mégawatt là, dedans. 1 mégawatt dans un truc qui est gros comme un micro, c'est-à-dire vous allumez et vous le lâchez tout de suite parce que ça devient instantanément très chaud. Mais vraiment chaud. Ça se calcule aussi, la température peut atteindre cet objet-là, vous lui mettez 1 gigawatt, et vous pouvez estimer c'est quoi sa température. Beaucoup, des milliers de degrés. D'accord, de l'ordre de milliers de degrés. Donc beaucoup. Donc ça veut dire que le sabre laser, le gars qui le tient, il doit se brûler les doigts. Mais vraiment tout de suite. Sinon, c'est une machine qui est à 100% qui n'existe pas. Vous voyez que la machine elle-même qu'on voit, même si elle faisait péter 10 mégawatts, même 1 mégawatt, ce qui serait énorme, ce qui reste dedans, ça serait 1 millième d'un mégawatt, 1 kilowatt. Vous mettez 1 kilowatt de chaleur dans ce truc, ça va se voir. 2 kilowatts, je rappelle, c'est ce qu'on met dans les plaques de cuisson, typiquement. Ça finit par se sentir quand même. Alors, pas tout de suite.
Mais on sent quand même qu'on va pas se battre pendant 3 jours avec le sabre laser, quoi. Vite fait, on tue le mec et après c'est bon, on lâche tout, on éteint, on laisse refroidir et on recommence. Ça a des conséquences. Ils ont des bons. Alors non, parce que ça peut pas être des bons matériaux isolants, ça veut dire que ça ralentit le flux de chaleur qui sort, mais si la chaleur est dedans, si elle sort lentement, c'est qu'elle se dépose dedans et donc il y a intérêt que ce soit des bons isolants et que ça fonde pas avec la température interne qui augmente plein pot, quoi. Parce que l'énergie, elle disparaît pas, elle est dedans, si je veux dire. Enfin, elle ne sort pas rapidement, elle sort lentement. Non, elle sort par le sabre laser. Ben non, justement. Si elle sort tout par le sabre laser, c'est qu'il y a un rendement de 100%, qui a converti l'énergie de la pile en lumière. 100% de conversion. Si c'est pas 100%, ça reste dedans. Et ça pourrait pas être 100%. On ne sait pas le faire, ça n'existe pas. Il n'y a aucune machine qui fait 100%. Je crois que dans les schémas des constructeurs du film, ils disent qu'il y a un champ de plasma qui isole la chaleur dans le manche. Ah oui, alors après, il y a les trucs à côté. C'est-à-dire les bouquins qui sont... Moi, je regarde que le film. Ça, c'est un truc intéressant. Ça, c'est un point intéressant épistémologiquement. On pourrait discuter la pertinence de cette nouvelle vision des choses. Ça serait un point à faire. Mais l'autre point sur lequel je préfère insister là, et Raphaël me rejoindra là-dessus, c'est maintenant, c'est quoi le travail d'un scientifique? Un scientifique ne peut pas lire Wikipédia pour s'inspirer et dire « Ah ben c'est ça les équations que je ne me rappelle plus ». C'est pas possible ça. Il faut qu'il y ait des sources primaires. Un historien, il ne peut pas parler en lisant des livres de mecs qui racontent l'histoire. Un scientifique ne peut pas lire en lisant des livres de mecs qui racontent la science. Il fait la science et il lit de première main des articles scientifiques et il lit de première main ce qui fait la source de la science, ou ce qui fait la source de l'histoire, ou ce qui fait la source de l'anthropologie, ou la source de la biologie. Et donc, ces trucs-là, c'est la première main, moi, c'est l'observation directe. C'est le film. C'est pas les trucs à côté qui sont des réinterprétations du film, qui sont l'exégèse. On ne peut pas se fonder sur l'exégèse. C'est vrai que c'est la personne qui fabrique c'est lui qui a expliqué le truc en fait, c'est l'accessoiriste. L'accessoiriste, alors vraiment, ça n'est... Tu sais si ça remonte vraiment au premier film, je crois pas. C'est venu après. Je crois que c'est 62. Je crois pas que Lucas avait commandité des analyses. Les analyses sont faites. Les analyses sont faites pour des raisons qu'on imagine bien, qui sont des raisons essentiellement, disons, de marketing. Vendre des livres sur un univers étendu sur Star Wars. Mais tu vois, du point de vue méthodologique, il y a un point intéressant, c'est d'où vient l'information que j'utilise pour parler. Si c'est une information de seconde main, ça n'est pas suffisant. Ça peut être un démarrage pour apprendre, évidemment, quand on est amateur, pour se cultiver, même comme scientifique, Wikipédia. Même pour extrapoler, même comme scientifique, Wikipédia, des fois on se rappelle plus d'un truc, on peut aller voir sur Wikipédia. Mais on a le niveau de rang 2 derrière. On dit ça, c'est pour dire, ah oui, je me rappelle, c'est bon. Parce que Wikipédia n'est pas que de la merde, c'est même au contraire beaucoup de choses plutôt justes. Mais ça ne peut pas être une source primaire. Oui, non, mais c'est sûr. Je dis Wikipédia, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être une petite vidéo sur YouTube, enfin n'importe quoi. Donc moi, quand je travaille sur Star Wars, le film, c'est ma source primaire. Comme l'observation au télescope, ce que les astrophysiciens ne font plus. Ils n'ont pas l'œil au télescope, évidemment, mais c'est ça la source primaire. C'est ça qui est intéressant, c'est la source primaire. Et Raphaël, quand il travaille, il ne peut pas travailler sur... Il peut se référer à des observations plus anciennes que les siennes, mais en les jaugeant à l'aune des mesures modernes, parce qu'à l'époque, on ne tenait pas compte de ci, on n'avait pas telle incertitude, les observateurs, pas les observateurs, mais les détecteurs n'étaient pas précis, ils ne voyaient pas tout. Donc voilà, il y a toujours un aspect de réinterprétation moderne, d'observation primaire, et de faire la source primaire. C'est ça le travail du scientifique, c'est d'être une source primaire d'information, de créer de l'information qui n'existait pas avant, et de valider cette information. C'est ça le point important. Donc là, ce petit, vous voyez, c'est ça que moi j'aime bien dans Star Wars, dans tous ces supports de science-fiction, ça permet de parler de comment se fait la science, comment elle s'élabore, qui n'est pas propre à la physique. Même s'il y a des éléments qui vont être un peu spécifiques à la physique, ou spécifiques à la biologie, ou spécifiques aux mathématiques ou à la chimie, il y a un fond commun. Il y a un fond commun derrière tout ça. Je suis essentiellement d'accord avec toi, c'est clair que, tu l'as dit, un scientifique peut vraiment, il doit se cultiver, évidemment, il doit savoir ce qui se dit, ce qui s'écrit et tout ça. Il peut extrapoler, mais à un moment ou à un autre, il faut toujours se confronter à des nouvelles informations, à des nouvelles observations, même si certains théoriciens le font assez peu en fait. Mais non, c'est primordial. Donc, dans ton attitude sur Star Wars, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais à la limite, les gens qui ont fait ce que tu dis, ils ont fait presque la même chose et ils ont essayé de justifier, de surjustifier la chose pour que c'est un semblant de crédibilité. Toi, ton attitude, c'est plutôt de est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est pas crédible. Voilà, moi je prends le truc comme on me le donne. Voilà. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le coup des midi-chloriens, c'est assez intéressant, quoi. Sans vouloir énerver
les fans de la première heure. Moi, ça m'énervait aussi. Mais en même temps, c'est intéressant. Parce que regardez comment ça se passe. Au début, enfin dans les épisodes, les premiers épisodes historiquement, la force est quand même un truc mystérieux. Ça ressemble à de la magie, même si la définition que donne Obi-Wan Kenobi, on peut donner un sens scientifique. Quand il dit c'est un champ d'énergie qui nous entoure et nous pénètre, donc créé par tous les êtres vivants, il nous entoure et nous pénètre, il lie la galaxie tout entière. Vous vous rappelez de ça? Bon, je veux dire. Bon. Cette phrase-là, ouais, d'abord on peut en discuter du point de vue du vocabulaire. Il y a des mots techniques dedans, il y a galaxie, il y a champ, il y a énergie. Champ et énergie sont des mots de la physique avec un sens très précis. Je peux penser au champ électrique, au champ magnétique, au champ de gravité, c'est un mot. Et on pourrait épiloguer là-dessus, très précis en physique. Et même le fondement de la physique fondamentale que pratique Raphaël, c'est la théorie quantique des champs. C'est un acteur physique fondamental, le champ, bien mieux que la particule. La particule, c'est un truc pour les newbies maintenant. C'est le champ qui est l'objet fondamental. Bon. Donc champ, énergie, galaxie, qui fait référence à l'astrophysique, il y a être vivant, qui fait référence à la biologie, c'est pas un mot technique, mais ça fait référence à la biologie. Donc c'est une fois, il y a des mots de science dedans, et en même temps, c'est un Jedi qui vous dit, qui essaie de vous marabouter, en disant, je t'ai expliqué ce que c'est la force, tu as compris? Oui, j'ai compris, maître Jedi. Donc c'est pas de la science, manifestement, c'est pas de la science, en plus dans un film de science-fiction. En même temps, on peut essayer de donner un sens. Si je suis scientifique bienveillant, est-ce que cette phrase, elle a un sens scientifique? Alors approximativement, c'est la gravité. Le champ de gravité, c'est la force qui lie les étoiles et le gaz et d'autres choses, mais l'étoile et le gaz, une galaxie. Et puis, la gravité est un champ d'énergie. On fait tomber l'eau du sommet des montagnes pour faire de l'électricité. Donc on transforme l'énergie de chute en énergie électrique. C'est donc qu'il y a bien de l'énergie dans le champ de gravité. En faisant tomber des choses, on peut récupérer de l'énergie. On peut transformer l'énergie de chute en énergie électrique. Donc ça a l'air de coller la force et la gravité. Quand on voit les Jedi qui soulèvent des robots, des R2D2, ou qui se battent entre eux en faisant un petit geste, et boum, il y a un truc qui se déplace comme ça, ou le sabre laser qui est là-bas, il faut un petit geste et il vient vers eux, c'est comme s'ils avaient changé le sens de la gravité. Au lieu que ce soit comme ça, il est vers eux, ou vers là, ou vers le haut. Enfin, vers le bas désormais, vers le haut qui est maintenant le bas pour que R2D2 se soulève. Donc on a l'impression qu'il y a quand même des manifestations de la force qui ressemblent à les Jedi savent manipuler la gravité. Donc ça a l'air de faire sens. Donc quand on voit l'empereur avec ses éclairs, évidemment, on oublie. Hein. C'est plus la gravité. Mais bon, ça c'est le petit problème de cohérence qu'il y a dans le film. Ça relèverait plutôt d'électrostatique. Donc la force, ça pourrait être la gravité. Ça reste quand même un truc mystérieux. Et surtout, c'est comme dans beaucoup d'endroits, c'est magique parce qu'il y a les gars qui ont la force et les guignols qui n'ont pas la force. Et les guignols qui n'ont pas la force, ils peuvent faire les tryhards, ils n'auront jamais la force. Hein. C'est comme dans Harry Potter. Harry Potter, il glande rien, mais lui, il a le pouvoir. Et donc, il fait des trucs. Et comment elle s'appelle, la fille la fille, hein, Hermione, elle peut faire la tryhard, c'est la meilleure à l'école. Elle n'a pas la force. D'accord? Elle est bonne à l'école, mais c'est tout. D'accord? Donc, il y a les élus, et il y a les gars qui ne sont pas les élus. Donc, la force, c'est un peu ça. Et après, ça change. Ça change, là. Non, Roland, la force, ce n'est pas manipuler la gravité. Oui, c'est ça. C'est de la magie. C'est de la magie aussi, bien sûr. C'est aussi de la magie, mais avec cette définition de ce qu'on en voit, évidemment, quand on voit les éclairs, c'est plus non plus ça. Et quand on voit, ce n'est pas ces droïdes que vous voulez, et non, là, évidemment, c'est autre chose. Merci. En fait, quand tu disais, pour moi, Star Wars, à un moment, tu as dit que c'était de la science-fiction. Alors oui, c'est de la science-fiction, mais limite, en fait. Pour moi, Star Wars, c'est un scénario de fantasy, de KPD, enfin pas de KPDP, mais de fantasy vraiment transposé dans un futur hypothétique. Et c'est, il y a très longtemps, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, en fait, dans un passé. Il l'a vous-même. C'est dès le début. A long time ago, in a galaxy far far away. Et bien, Star Wars, pour moi, c'est vraiment ça. Donc je pense que justement, je pense pas, je ne sais pas si on sait ça, hein, que Lucas ait vraiment voulu avoir une justification scientifique forte, et tu le montres un petit peu avec le sabre laser. Je pense que sa vraie volonté, il se disait, bon ok, la fantasy c'est génial, mais bon, les films de chevalier, ça s'est vu 43 fois, Excalibur, etc., etc. Moi je vais faire ça, mais le transposer avec un décorum de science-fiction, chevalier, sabre, les vaisseaux, enfin, même les vaisseaux spatiaux, dans le terme, ça, on est vraiment dans l'exploration d'un océan quasiment. Pour moi c'est vraiment ça. Et puis alors la force, pour moi c'est juste de la magie. Et donc
ça m'étonne pas que quand tu essaies de confronter Star Wars à l'épreuve de la science, tu te plantes, enfin ça se plante complètement. Ce qui n'est pas vrai de tout un autre tas de films de science-fiction, 2001 par exemple, Gattaca, tout à fait, il y en a plein, hein, où on voit, et même Interstellar dans une certaine limite, où on voit que le scénariste, le réalisateur, le producteur ont essayé de s'inscrire dans une démarche quelque peu scientifique. Alors évidemment ils ont pris plein de libertés parce que si on s'en tenait à la science éprouvée, réelle et tout, ce serait quand même assez chiant, enfin, il y aurait moins de ressorts scénaristiques liés à la science-fiction, mais quand même qui essayent d'utiliser une science qui est un tant soit peu éprouvée. Et pour moi, Star Wars, c'est clairement pas ça. C'est clairement pas la démarche initiale. Les droïdes, c'est des lutins, quoi. T'as absolument raison, je suis absolument d'accord avec toi. Alors comme en même temps il y a des éléments qui ressemblent à de la science, moi j'essaie de leur donner un sens, ça comme prétexte. Mais on est bien d'accord qu'il n'a pas cherché à faire de la science. En même temps, quand on voit arriver les midi-chloriens, là il y a un truc bizarre qui se passe. Au départ la science, la force c'est vraiment le truc magique, il y a ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Alors qu'avec les midi-chloriens, on fait une prise de sang, on fait une mesure, et alors le jeune Skywalker, Anakin, il a 20 000 midi-chloriens, ce qui est plus que Yoda. Alors évidemment, ça pose 20 000 dans la goutte de sang, par millilitre de sang, dans tout le corps. Bon, il y a un problème d'unité. Les scientifiques notamment les physiciens, sont très attachés au problème d'unité. Bon, là, on ne sait pas trop de quoi ils parlent. Mais enfin, il y a une mesure. Et puis, il y a l'idée que puisque c'est dans le sang, le gamin, on lui fait en même temps une analyse de facteur Rhésus, il est à plus comme moi, on le dégomme, on lui prend son sang, je le mets et j'ai la force. Puisque c'est dans le sang, il suffit que je récupère le sang et puis c'est marre. D'accord, donc c'est plus un truc les élus. Il y a les élus qui ont un peu ça spontanément, mais ensuite on peut s'arranger, disons, en étant un peu cruel. Donc oui, ça change un peu la perspective sur maîtriser la force. Ça peut se transfuser, voire ça peut se cultiver éventuellement. On fout une culture de sang, on y va, et puis après on envoie quoi. On prend une culture de midi-chlorien, et puis on se l'injecte et ça part. Donc vous voyez que ça change le rapport, et le simple fait qu'on puisse faire une mesure, est-ce que ça devient de la science? Ça serait un beau problème, une belle question au bac S philo. N'y a-t-il de science que du mesurable? Avant la science et la force, il y a les gars qui ont vas-y montre, il n'y arrive pas, moi montre, je fais des trucs, ok. Et là, il y a, ça se mesure, c'est 20 000, lui c'est 20 000, Yoda c'est 15 000, toi c'est 2, t'es nul, Yoda il est fort, toi t'es super fort. Voilà, c'est quantitatif. Ça se compare, on fait des statistiques, ça se transfuse, ça se cultive, etc. Plein de trucs. Donc ça pourrait devenir une science. Mais en même temps, ça n'en est pas vraiment une non plus, parce que finalement, vous remplacez un mystère, la force, par deux mystères, la force et les midi-chloriens. Et en science, en général, on n'essaie pas de faire ça. De remplacer un mystère par zéro mystère, et d'autres questions, mais qui sont des sous-produits, d'autres choses qui arrivent après, mais le premier mystère, première question, elle est, disons, résolue. En tout cas, on commence à bien comprendre comment ça marche. Donc là, on remplace une question irrésolue par deux questions irrésolues, 4 questions résolues, 8 questions après, c'est la magie complète. Donc on n'est pas vraiment en train de faire de la science en invoquant les midi-chloriens, même si on met un mot technique, midi-chlorien, dont on peut essayer de voir comment il a été forgé. D'ailleurs, midi-chlorien, ça évoque à la fois, en tout cas pour moi et mes copains biologistes, ça évoque à la fois mitochondrie et chloroplastes. Les chloroplastes qui sont les usines à énergie des cellules végétales, et mitochondrie, les usines à énergie des cellules animales, de nos cellules à nous. Et donc, mitochondrie, chloroplastes, que ce truc-là, ça soit ce qui fait fonctionner la cellule, que ça soit des êtres qui ont un ADN séparé de l'ADN de la cellule qui les accueille, a donné l'idée que mitochondrie, par exemple, il y a eu un phénomène il y a très longtemps dans le passé, qu'on n'arrive pas à dater, et dont on n'est pas certain, mais qui semble assez probable maintenant, d'endosymbiose, de deux êtres vivants séparés qui se sont finalement alliés, l'un fournissant l'énergie à l'autre, alors que les deux se démerdaient très bien ensemble, mais il y a un ADN mitochondrial qui est transmis par la mère et qui permet de remonter comme ça des lignées humaines par les voies mères, par les voies matriarcales. Et donc voilà, et après on nous explique que les midi-chloriens c'est des symbiotes qui font blablabla et des trucs. Donc c'est assez marrant de voir qu'il a essayé de rendre, encore une fois, lui, Lucas ou ses sbires, de rendre, disons, scientifique la force, mais en n'y parvenant pas vraiment, parce que finalement, la force, c'est un mystère qui est remplacé par deux mystères. Donc ça, en science, on essaie d'éviter le coup, quoi. Et puis en même temps, on peut aussi épiloguer
sur pourquoi il y a des mauvais Jedi, enfin des méchants Jedi et des gentils Jedi, eh bien tout simplement parce que nous vivons avec ce qu'on appelle le microbiote, donc un ensemble de bactéries qui ne sont pas des êtres vivants de nature humaine, qui ne sont pas fondées sur notre ADN. Vous avez dans votre corps, absolument indispensable à votre survie quotidienne, à peu près 1 kg d'êtres vivants qui n'ont rien à voir avec l'humanité, qui n'ont rien à voir avec votre ADN propre d'humain, et qui sont là essentiellement dans votre intestin et à la surface de votre peau, et qui occupent le terrain et qui vous aident à digérer. Ils occupent le terrain à la surface de votre peau. Ça veut dire essentiellement, s'il y a une bactérie méchante qui déboule à la surface de votre peau, il faut bien qu'elle mange elle aussi, mais comme il y a des iliards qui ne vous emmerdent pas, eh ben, il faut croûter avec les iliards qui sont là, et elle a du mal, elle ne se développe pas facilement. Alors évidemment, si vous vous coupez, c'est un peu ennuyeux, donc il faut quand même, l'air de rien, se protéger un peu en se lavant les mains de temps en temps, en faisant un peu d'hygiène, mais pas l'hygiène de dingue, où vous supprimez complètement les bactéries à la surface. Si vous aspergez d'eau de javel quotidiennement, c'est très 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 mauvais pour votre interaction avec le milieu extérieur. Vous vous retrouvez très défavorisé parce que plein de bactéries déboulent, dont des trucs merdiques, pour lesquels vous n'avez pas, non pas de protection, tout simplement les parts de marché sont faibles, parce que le terrain est déjà occupé par tout un tas de trucs qui vous emmerdent pas, qui sont à la surface de votre peau. Et puis pour votre microbiote intestinal, c'est très utile pour votre digestion, tout simplement, par exemple. Mais simplement, si ces bactéries du microbiote intestinal sortent, si vous avez par exemple une fissure de l'intestin, il y a des saignements, elles peuvent rentrer dans le système sanguin éventuellement, ça crée une septicémie. Et là, ça s'engace pour vous s'il y a une septicémie qui se développe. Il y a aussi vos systèmes immunitaires qui vont se battre contre ces bactéries, mais s'il est débordé, voilà, eh bien on pourrait faire l'hypothèse que les midi-chloriens qui sont dans leur état naturel dans le sang sont sortis Dieu sait où, et que les Jedi méchants, ce sont ceux pour lesquels ils ont une sorte de septicémie de midi-chloriens. C'est dans le sang, mais c'est sorti ailleurs pour une sait quelle raison. Voilà les choses qu'on peut évoquer. Lucas n'en parle pas, à la limite on s'en fout total, évidemment, vous avez quand même, on s'en fout. Mais ça permet encore une fois d'évoquer par analogie ce à quoi ça ressemble dans le monde réel, pratiquement indépendamment de la volonté de Lucas, à la limite, encore une fois, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter ce que je vois et de le comprendre à l'aune de ce que je sais. Et évidemment, je n'ai pas la possibilité de faire une analyse sanguine d'un gentil Jedi et d'un mauvais Jedi, je n'ai malheureusement pas cette possibilité. Je n'ai pas la possibilité d'avoir un sabre laser et de mesurer vraiment la puissance que ça débite, ça m'intéresserait bien d'en avoir un vrai, mais encore une fois, ce n'est pas très grave. C'est pas parce qu'on n'a pas la possibilité de vérifier en vrai ce qu'on raconte qu'on ne fait pas de science. La théorie des cordes est là pour nous en convaincre, qui est de la science, mais qui n'a pas encore, peut-être encore, le moyen d'être vérifié par des expériences ou des observations à mener actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans un film de SF que vous auriez vu, dont vous pensez que ça va devenir de votre vivant? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer La voiture volante dans le 5e élément? Non. Non, je pense pas. Je pense pas parce que c'est vrai. Alors, des petits... attends, on répond... la voiture volante, ça c'est un truc... Avec sous forme d'hélicoptère, ça peut exister. Hein. Clairement, c'est pas très difficile d'avoir des petits systèmes. Alors ils doivent être relativement légers et les gros taxis du 5e élément, je pense qu'ils sont assez lourds. Enfin, ils ont l'air d'être lourds. Ils sont peut-être en aluminium, je sais pas, mais même quand bien même ils le seraient, c'est assez lourd. Et non, là, vraiment la voiture telle qu'on la voit. Les voitures au 5e élément, c'est des voitures qui sont dans la rue, mais juste on les fait voler, quoi, en gros. Iconographiquement, c'est super beau, quoi. Ça nous projette tout de suite. Et celle de Blade Runner, c'est pareil. Enfin, on les a vus partout, ces bagnoles. Non, je pense que ça n'existera pas de notre vivant. Je n'exclus pas qu'il existe des véhicules individuels volants de notre vivant. Ça nécessitera une régulation du trafic terrible. C'est déjà compliqué en 2 dimensions. En 3 dimensions, ça va devenir l'enfer. Et puis surtout la techno, quoi. Ça va être des trucs nécessairement très légers. Et donc nécessairement pas si intéressant que ça, il n'y aura pas trop de coffres, on ne pourra pas voyager à beaucoup, ou alors c'est directement des hélicoptères. Je ne sais pas si toi Moi j'ai une réponse plus de physicien. Encore une fois, le truc qui sert en physique pour faire des transformations, c'est l'énergie. Vous voulez tenir en l'air, il faut payer. Contre la gravité. Vous voulez rester par terre, c'est gratuit. Voilà. Donc juste pour tenir en l'air sans bouger, il faut payer. Alors, par contre, qui pourrait être utile, ça serait un truc qui tient en l'air tout seul. Un ballon gonflé à l'hélium qui vous tient en l'air.
Et puis quand vous mettez l'hélice, vous avancez, quand vous ne mettez pas l'hélice, vous ne bougez pas. Bon, il faut trouver de l'hélium, ça coûte un bras, et les ballons gonflés à l'hélium, c'est d'énormes machins pour une charge utile qui n'est pas complètement négligeable. Enfin bon, c'est un peu compliqué par rapport à la bagnole volante telle qu'on imagine, le petit machin. Il y avait d'autres. Il y avait une autre, Skynet. Donc Skynet, est-ce que Internet un jour va nous niquer la gueule en gros C'est ça la question. L'équivalent, un machin qui se met à penser tout seul. Skynet, c'est vrai. Ou n'importe quoi d'autre qui se mettrait à... Alors ça, c'est la grande question. Donc l'intelligence artificielle a fait fantasmer énormément d'auteurs de science-fiction, évidemment. Et pour moi, jusqu'à récemment, tout est en 2001. C'est pour moi le moment où ça... la singularité un peu. Le moment où ça peut partir en vrille, c'est si jamais une intelligence artificielle commence à avoir une espèce de conscience, si on peut dire, et veut niquer la gueule de son créateur. Ça, moi, j'y crois pas trop. Mais il y a des gens qui y croient, et je suis assez sceptique d'ailleurs quand j'entends ça. Non, pour moi, alors, en plus, en Skynet, disons, dans Internet, ce serait l'émergence d'une conscience comme ça, artificielle, sans qu'on s'en rende compte, en fait. Il y a des gens qui ont cette théorie-là, un peu, hein, que Internet, un jour, va se mettre à penser tout seul, sans qu'on s'en rende compte, et puis va commencer à pouvoir faire des trucs. Un des gros problèmes, des grosses questions liées à l'intelligence artificielle, moi je pense qu'il va y avoir, il y a déjà des programmes qui pensent mieux que nous dans plein de domaines. C'est bon, ils gagnent au Go depuis cette année, c'est fait, ça c'est fait. Les échecs c'était déjà fait. Faire des calculs c'est fait depuis bien plus longtemps. Hein. Les décimales de pi, voilà, c'est les machines qui le font mieux que nous. Hein. Il y a tout un tas de problèmes spécifiques comme ça dans lesquels l'intelligence artificielle est bien supérieure à nous. La question c'est quand est-ce qu'elle... Et voilà, la question c'est... Elle ne s'adapte pas, la question c'est... il y en a qui s'adaptent. Hein. L'algorithme pour le Go, on commence à être dans l'algorithme adaptatif, ça commence à aller loin. Dans la vraie question, et ce à quoi il faudra faire gaffe, c'est que quand on commencera à avoir des machines pensantes, il faut contrôler absolument leurs moyens d'action. Et ça, c'est un des points qui est super central dans mes romans d'ailleurs. Il faut faire attention à ne pas leur donner les moyens de nous niquer la gueule, quoi. Mais je pense pas que c'est pour demain, personnellement. Mais maintenant, il y a des gens qui ont fait des déclarations fracassantes qui disent que c'est pour demain, donc à voir. Est-ce que je pourrais... Oui, parlez d'abord, allez-y d'abord. C'est juste pour rebondir sur ce que vous avez dit. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez des trois lois qu'avait établies Asimov pour ces bouquins pour éviter ce genre de débordement? C'est parlementaire. Alors, je peux dire d'abord, sur les trois lois, après je te repasse, et après j'ai une chose sur les machines pensantes. D'abord, peut-être sur les machines pensantes, pour que je n'oublie pas. Je pense que le truc genre Skynet qui se mettra à penser tout seul et qui nous ratatinera, on est plutôt tranquille. Moi, ce que je craindrais plus, c'est les machins qui jouent tout seuls, mais qui ont été éduqués pour jouer tout seul et pour niquer les mecs d'en face. Genre, un truc qui, au lieu de jouer au Go, va commencer à jouer, à dégommer tous les mecs qui rentrent dans un périmètre de 100 mètres autour de l'endroit où il est. Et il va s'adapter très très bien à absolument toutes les stratégies, parce qu'il aura appris finalement. Et ça sera fait par des humains, contre des humains, donc ça, j'ai beaucoup plus de crainte contre ça. Effectivement, des sortes d'algorithmes adaptatifs qui s'adapteront très facilement à toutes les tentatives de passer la barrière entre le Mexique et les États-Unis, et qui pour ça auront une variété de moyens à leur disposition, qui iront de la mitrailleuse ultra rapide aux fléchettes empoisonnées, aux machins qui vous endorment, ou à je ne sais quoi, enfin tout ce que vous pourrez imaginer. Ça va arriver. Voilà, ça j'y crois. Mais ce sera des humains qui sont derrière, qui auront programmé le truc et qui l'auront mis à destin contre d'autres humains dans des buts particuliers. Alors après, sur les trois lois de la robotique, ça c'est un truc qui est assez intéressant, les trois lois de la robotique, parce que ça pose une question, enfin ça pose deux questions, mais ça en pose une en particulier, ça rappelle une question et ça en pose une plus exactement. C'est est-ce qu'il est possible, donc imaginons que d'une machine qui a une conscience et qui puisse agir librement, ça revient un peu, c'est pas tout à fait ça, on n'a pas encore des machines conscientes, on a des machines qui peuvent s'adapter à la situation dans un certain gamme de situations, jouer au Go, faire d'autres choses éventuellement, mais je parle de jouer au Go. Ces machines-là, on leur apprend à jouer au Go, on pourrait leur apprendre à faire des choses mal, enfin qui sont considérées comme mal, selon la morale standard, disons, si tant est que ça existe. Là, c'est plus que subtil avec Isaac Asimov, c'est une machine qui peut agir toute seule et s'adapter à toute situation. Est-ce qu'on peut fonder sa morale sur la logique? Voilà, c'est ça la question qui est derrière. Est-ce que je peux, comme je construis toute la théorie des nombres à partir de 5 axiomes de base, que je décline, que je combine et je reconstruis toute la théorie des nombres, est-ce que je peux construire une morale à partir d'un certain nombre d'axiomes de base?
alors là en l'occurrence 3, que je combine par toutes les façons de combiner la logique pour obtenir toutes les propriétés considérées comme morales à l'exclusion de toutes les autres. Ça pose un vrai problème, est-ce que je peux fonder la morale par la logique? Alors Asimov nous montre dans son truc que non, ça ne marche pas parce qu'il y a plein de moyens de tourner ça. Ça c'est un point intéressant parce que ça pose le problème de la morale dans les machines ou dans les actions. Qu'est-ce qui fonde la morale? Alors là c'est posé dans le cas d'une machine. Une machine qui penserait, qui serait autonome, qui serait consciente, comment je vais lui apprendre la morale? Ça pose cette question-là. Cette question est posée il y a bien longtemps. Platon s'est posé la question dans... Alors j'ai oublié, c'est l'anneau de Gygès. Il y a une parabole, l'anneau de Gygès. Gygès est un personnage, un roi probablement, ou quelqu'un d'important, qui possède un anneau qui lui permet de devenir invisible. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Bon. Il possède un anneau qui lui permet de devenir invisible. Encore une fois, il y a le procédé, on n'en a rien à foutre. Ce qui est intéressant, c'est les conséquences. Qu'est-ce qui va obliger Gygès à agir moralement, alors qu'il peut le faire en toute impunité? Il peut être invisible et faire absolument ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va fonder sa morale? C'est une question très fondamentale pour Platon, c'est qu'est-ce qui fonde la morale? Et pour ça, il utilise une situation hypothétique qui ne se produit pas. Mais si je réussis à résoudre cette situation, alors j'ai réussi à fonder la morale par un truc, une sorte d'invariant, un truc absolument fondamental. Donc cette question-là de la morale et de la moralité des actions pour les machines, elle se pose très directement dans les machines pensantes. Quand on arrive au droit de la robotique, il y a tout un tas d'autres situations. R2D2 et tous les autres, c'est pareil, hein, ils sont programmés pour agir et faire le bien, en tout cas ne pas faire le mal. Mais la question se pose très directement maintenant sur des machines, disons, autonomes, qui ont une certaine autonomie, et qui pourraient agir seules, par exemple, pour tuer des humains. Ça, on le trouve très directement chez les milis. Ça les intéresse beaucoup parce que ça aurait une efficacité absolument redoutable par rapport à un fantassin, sans parler du fait que quand vous avez dégommé la machine, vous avez dégommé une machine, il n'y a pas de problème, on en a plein, et après, il faut se débrouiller avec ça. C'est la problématique avec les drones. Voilà, la problématique des drones, c'est la même chose, il n'y a pas besoin de faire de la science-fiction. La problématique des drones, c'est est-ce qu'il est moral dans la guerre de tuer quelqu'un par l'intérieur d'une machine sans pouvoir être atteint? Ça pose très exactement cette question-là. Je vous laisse réfléchir à ça, c'est des questions qui ne sont pas de la science-fiction, mais qui fondent vraiment des questions qui sont présentes dans la science-fiction, mais dans le quotidien actuel. Dans la guerre jusqu'à présent, il y a toujours la possibilité, même si vous êtes extraordinairement plus puissant que votre adversaire, il y a la possibilité que votre adversaire vous atteigne directement par la confrontation directe, alors que dans le cas des drones, cette possibilité-là est niée à l'adversaire, on est dans une autre forme d'interaction violente qui n'est plus la guerre, et notamment l'art de la guerre et le droit à la guerre sont complètement abattus pour être remplacés par la chasse. Vous allez intervenir dans un autre territoire sans avoir la moindre possibilité de rétorsion. Le sanglier, tout ça, il n'a pas la moindre chance de rétorsion. Vous l'abattez de loin au fusil à la flèche. Donc ces questions-là sont extrêmement importantes. Je vous conseille de lire, si vous vous intéressez à cette question-là, un livre de Grégoire Chamaillou, un philosophe, qui s'appelle Théorie du drone, et qui vous montre comment on passe de l'art de la guerre du droit de la guerre et à la guerre, qui est un droit qui a mis des années, des siècles à s'élaborer, on revient au droit de la chasse. J'ai le droit d'agir dans ton endroit pour te dégommer sans que tu aies le moindre moyen de répondre. Tout. Voilà. Et donc ça change toutes les choses. Et donc ces questions-là de la science-fiction, elles les posent les questions directement. Quoi. Les robots qu'on a le droit de tuer, c'est un peu ça. C'est moi j'envoie des robots tueurs, j'envoie les Terminators, pas les Terminators, ou j'envoie les espèces de droïdes dans Star Wars, les droïdes des cas, ils arrivent et ils dégomment tout ce qui bouge, quoi. Et ils sont autonomes. Donc les mecs qui débarquent là, les robots métalliques là, du début, là, ils sont un peu neuneux d'ailleurs, mais enfin bon, on voit qu'ils sont pas malins, quoi. Mais enfin en final, ils interviennent de façon autonome, quoi. Même s'ils sont dirigés par en haut, c'est pas très malin d'intervenir par en haut, même sur des essaims, enfin bon. C'est pas très malin, il y a un truc et vous appuyez dessus, il y a le on-off général de l'armée, il faut vraiment être con pour faire une armée comme ça, quoi. Mais enfin bref, ces questions-là, elles sont dans la science-fiction, un peu dans Star Wars, mais vraiment, mais elles sont dans toute la science-fiction, la guerre éternelle, etc. Enfin, plein de choses sont là-dedans. Et ça pose des questions très directes sur là, maintenant. Et moi, Skynet, il me fait pas très peur, même si je trouve que c'est un concept génial. Mais le concept qui est plus à craindre, c'est des humains qui utilisent des machines autonomes pour latter d'autres humains. Et ça va, c'est bientôt. Bien sûr.
on va venir sur les implants, c'est une super bonne question. Juste pour revenir sur les lois de la robotique, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis, mais moi les lois de la robotique, j'y crois pas vraiment en fait. C'est-à-dire que le jour où on arrivait à fabriquer des machines qui pensent aussi bien, et même pas forcément aussi bien, mais même un petit peu en dessous, et surtout si on les fabrique qu'elles tuent des gens, si elles se mettent à penser, qu'est-ce qu'elles vont en avoir à foutre des lois de la robotique quoi. Il y a des lois, hein, dans notre monde il y a des lois, donc dans le monde des machines qui penseront aussi bien que nous il y aura des lois, et comme dans notre monde il y aura des machines pour enfreindre les lois. Il n'y a pas de façon de coder des lois de type robotique dans une machine pensante qui soit aussi évoluée que nous. On enfreint les lois tout le temps, on sait faire, on est suffisamment intelligent pour le faire en fait. Et donc les machines, quand elles penseront aussi bien, elles feront la même chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qu'il faut faire attention, c'est aux outils qu'on donne aux machines. Donc le jour où on aura des robots pensants, il ne faudra pas oublier d'avoir des petites télécommandes pour les éteindre. Et ces télécommandes devront non pas éteindre la machine pensante en elle-même, parce que sinon elle peut désactiver, mais genre sa façon de marcher, ses outils, ses armes et des choses comme ça. Donc pour moi, dès qu'on aura des machines extrêmement pensantes, il faudra faire très gaffe à être capable de les éteindre quoi. Et ça nécessite. Et c'est pas en leur disant allez arrête-toi, tu vas me faire mal. Ça non, parce que si elle est suffisamment futile, justement ça m'arrange de te faire mal, parce que tu me fais chier, je vais prendre ta place. Donc ça faudra faire. Moi les lois de la robotique c'était génial au moment de Asimov, ça permettait de réfléchir à tout ça de façon magistrale, mais je pense pas qu'on sera capable, quand on arrivera à fabriquer des machines pensantes aussi fortes que nous, d'encoder une morale, c'est exactement ce que tu disais, d'encoder une morale dans ces machines pensantes là. Alors les implants cybernétiques, donc tu dis effectivement si ça commence à s'implanter des choses dans le cerveau, c'est peut-être encore plus dangereux que des robots qui viennent nous niquer la gueule. Avant de parler de ça, est-ce que vous pensez que demain on va avoir des implants cybernétiques? Qui pense que de son vivant, il verra des gens avec les implants cybernétiques? Ouais. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, je pense que c'est en train d'arriver assez vite. Alors, qu'est-ce que ce seront ces implants? On verra. Mais ça, je pense que ça va vraiment arriver. Et alors moi, j'ai eu l'agréable surprise. Moi, j'ai écrit un bouquin qui est sorti en 2014, c'est il n'y a pas longtemps, dans lequel il y a beaucoup de cybernétique. Et j'ai pas fait exprès, quoi, mais depuis que je l'ai sorti, j'ai vu arriver des choses qui ressemblent bizarrement à ce que j'ai écrit. C'est sans doute parce que c'était dans l'air du temps et que je l'avais compris et tout ça. Et moi, mon personnage principal, il perd ses yeux au début de son roman et on lui met des yeux cybernétiques. L'année dernière, à grand renfort de publicité, même si ça existait déjà depuis quelques années, un type a recouvré un semblant de vue. Alors il ne faut pas croire qu'il voit comme vous et moi, mais on a réactivé sa vue alors qu'il avait perdu il y a une trentaine d'années. Ça c'est une hypothèse que moi je n'avais pas faite. Je pensais que les canaux du cerveau, du cortex visuel et tout ça, si on ne voyait pas pendant 30 ans, on ne verrait plus jamais. Ben non, en fait, vraisemblablement, on peut réactiver des choses. Alors c'est balbutiant. Le type il voit 4 pixels et c'est un peu plus, mais c'est tout quoi. Mais ça, à mon avis, ça va arriver. Le premier implant cybernétique qu'on va avoir, c'était plus pour aller dans le métro. C'est-à-dire, vous avez vu, on va plus avoir de ticket de métro bientôt. Ça va être tout dans le téléphone portable. Bientôt, ce sera plus dans le téléphone portable, c'est dans une petite puce qu'on aura là. Donc ça, je suis d'accord avec vous, les implants cybernétiques, ça va arriver. Il y a, c'est un téléphone portable. Ouais, et le téléphone portable est déjà le proto-implant cybernétique. Il est extérieur pour l'instant, mais ça demande qu'à rentrer dans le corps. C'est cybernétique, mais c'est pas un implant encore. Oui, mais c'est bijectif. Ouais, tout à fait. Sauf moi qui en ai pas. Après, qu'est-ce qu'on fera exactement avec nos implants cybernétiques? Ça, c'est assez vaste. Donc, il y a j'espère. Il y a les types qui arrivent à contrôler des bras mécaniques. Là. Il y a des choses qui se passent, mais vraiment aujourd'hui, là, qui semblent indiquer que ça, c'est en train d'aller assez vite. J'ai peur de ça. J'ai assez peur de ça. J'ai assez peur d'une classe de surhumains, de post-humains, tu appelles-les comme tu veux. Mais on n'est pas à ça du point de vue de la cybernétique, mais je pense qu'on est déjà à ça tout à notre point de vue. Socialement, on est déjà là-dedans. Et si ça se trouve, la cybernétique renversera le truc si c'est simple et démocratique. S'il y a une vraie rupture technologique et que ces objets-là ne sont pas chers, peut-être que ça changera quelque chose de la lutte des classes, on va dire, pour simplifier. Ce qu'Internet a fait, en fait, par exemple. C'est-à-dire qu'Internet, tu en as parlé tout à l'heure, c'était créé au CERN. Internet aurait pu prendre plein de visages différents. Il aurait pu ne pas être démocratique du tout. Il aurait pu être créé par l'armée et que l'armée, et être réservé à une espèce d'élite
très haut placés, et on aurait suivi, on aurait des sous-versions de MERS d'Internet, on n'aurait pas accès à tout et tout ça. Ça n'a pas été le cas. Je pense que une des raisons pour laquelle ça n'a pas été le cas, c'est effectivement que c'est le CERN, donc il n'y a pas eu de brevet. Le CERN n'a pas posé de brevet sur Internet. Dès le début, c'était absolument libre de droit et vachement démocratique parce qu'il fallait en gros une bécane, il fallait que quelqu'un administre le réseau mondial et pas un État, une université, pour que ça se répande comme on sait que ça s'est répandu, quoi. C'est très récent ça. Donc voilà, je ne crois pas que pour la cybernétique ça va être comme ça parce que je pense que le coût d'implantation va rester très élevé. Surtout toutes ces technologies sont d'abord rendues pour soigner, les cœurs artificiels, les œufs. Tout le monde sera d'accord pour avoir un œil qui permet de revoir et un cœur qui fonctionne, et une prothèse et un machin. Donc ça passera toujours comme ça. Et puis à la fin, il y aura quelques mecs qui sont d'accord pour se faire vraiment enlever le cœur, pour avoir un super cœur. Et les mecs sont d'accord pour se faire vraiment enlever les vrais yeux, pour avoir des yeux augmentés, si tant est que ça existe un jour. Donc il y aura des mecs qui feront ça vraiment, ça sera les milliers en premier, et les riches en second. Et voilà. Donc ça passera toujours par... c'est ça la difficulté, ça passe toujours par... Tout le monde est d'accord pour... surtout en France ou dans les pays occidentaux, disons, la techno qui nous permettra de vivre plus longtemps, ou de vivre plus longtemps en meilleure forme, en se réparant. Moi, je serais le premier content, ça va me mettre une prothèse du genou ou une jambe qui marche toute seule, si je devais perdre mon genou ou ma jambe. Mais au final, ça arrive comme ça, et il y aura toujours tout ce qui se passe derrière. C'est comme le téléphone portable, c'est pratique, et puis à la fin, il y a une bijection entre vous et votre téléphone portable. Donc si on veut vous dégommer vous, on dégomme votre téléphone portable. Et il y a une bijection stricte. Donc à un moment donné, ça sert. Les impacts positifs de la... Alors si, il y a des impacts positifs. Je pense que par exemple sur le clonage, j'aime à penser que le fait que le clonage ait été... c'est un fantasme très vieux en science-fiction, qui a été beaucoup exploité. On a imaginé plein de choses. Et j'aime à penser que c'est nourri les discussions éthiques sur le clonage et que justement on a plutôt limité les tentatives de clonage humain en particulier, grâce à une espèce... C'est pas que les auteurs de science-fiction, tu veux, mais je pense que les livres de science-fiction participaient de la réflexion éthique sur le clonage et sans doute tout un tas d'autres trucs, comme l'intelligence artificielle peut-être, même si techniquement on n'y est pas encore. Ouais. Bon, mais après c'est très très difficile de voir des liens directs. Parce que autant tu vois des liens très directs entre des scientifiques et des gens qui font de la science-fiction, il y en a qui sont les mêmes, il y en a qui lisent beaucoup les uns les autres et tout ça. Autant sur la partie éthique, je pense que c'est beaucoup moins clair de savoir s'il y a des comités d'éthique ou des choses comme ça qui sont vraiment inspirés de science-fiction. Je sais pas si toi tu as des... Ça, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que la science-fiction crèverait la science parce qu'on a pensé des choses de science-fiction tellement folles et tellement peur que même les scientifiques ordinaires se régulent sur leur pensée et peuvent se dire tout ce qu'on fait c'est bien, mais il faut vraiment réguler, faire attention à ce qu'on fait pour pas que ça dégénère et ça freine les avancées, l'avancée, ce genre de choses. Je crois pas. Pour moi, je me trompe, mais les scientifiques sont des grands malades. C'est tout l'environnement, C'est pas dans la majorité des cas, il y a peut-être une exception notoire avec la bombe atomique, je crois, mais dans la majorité des cas, les scientifiques ne font pas leur éthique. En tout cas, ceux qui cherchent des choses de scientifiques qui soient assez en amont. De toute façon, moi, par exemple, j'ai aucune idée des conséquences que peuvent avoir ma recherche dans le monde actuel. Donc j'y pense à l'éthique, hein. Je me dis ce que je dois chercher. Non, ok, moi je cherche, mon but à moi c'est de faire avancer le savoir, et après c'est le rôle de la société et des politiques, malheureusement j'ai envie de dire, de réguler ça, d'avoir une éthique, une morale liée aux découvertes que je fais. Le nucléaire c'est le meilleur exemple qui soit, c'est une découverte scientifique majeure qui a révolutionné plein de choses, de façon bonne, de façon mauvaise. Et c'est pas le rôle des scientifiques, à part juste au moment de la guerre du projet Manhattan, c'est pas aux scientifiques de dire est-ce qu'il faut faire de l'énergie. Enfin, il faut toujours se prononcer parce qu'ils sont éduqués, mais quand ils se prononcent, ils sont plus des scientifiques, ils sont en fait des citoyens. Quoi. Et je sais pas si toi t'es... Ouais. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Les scientifiques, ils cherchent des choses et on peut pas dire sans envisager les conséquences, mais en n'ayant pas toujours, en faisant pas toute l'éthique qui est en amont parce que ça prend des plombes. Et quand tu as un truc, tu sais le faire. Si tu as compris comment tu sais le faire, alors d'autres sauront le faire plus tard, ou ailleurs, et éventuellement plus tard et ailleurs. Et donc du coup, c'est toujours très ambigu, quoi. Il y a à la fois la volonté de puissance sur la matière en général, c'est ça, la science, elle est quand même
grande puissance sur la matière, et la matière vivante en particulier maintenant, bien plus qu'il y a quelques temps. Dès que le truc est sorti, dès qu'on a compris le coup, c'est fini, quoi. Dès que tu as compris le coup, c'est fini. Il y a moins d'en parler absolument à personne, ce qui n'arrive pas. Tu es toujours dans une équipe de recherche, il y a toujours plein de gens. Donc à moins de suicider instantanément les gens qui ont travaillé sur le sujet, et même ça, tu as publié des articles qui ont abouti, tu vois, c'est... Donc à la fin, tu trouves le truc et voilà. Il faut vivre avec et essayer de baliser la chose. Le cas de la pincette, la découpe génétique, la CRISPR-Cas9, qui est sortie par une française, allemande et puis une américaine, c'est un truc de fou. Tu fais en 3 semaines ce que tu faisais en 1 an, quoi. Et donc il va évidemment se passer une merde avec ça. Enfin, il va se passer un truc qui ne va pas être forcément maîtrisé, mais tout de suite les gens comprennent qu'évidemment on peut faire plein de trucs, donc il faut faire attention. Mais comme c'est faisable avec des moyens pas délirants, voilà, il y a des tas de gens qui... Pour faire une bombe nucléaire, moi je sais faire. Il me manque juste l'uranium, quoi, enrichi. Enfin, je sais faire, il me faut des ingénieurs, il y a 2-3 trucs que je ne saurais pas faire en ingénierie. Là c'est ça, dès que tu le sais, quand je dis je sais le faire, c'est-à-dire que c'est à la portée de n'importe quel étudiant en Master 2 de physique nucléaire, hein, c'est pas... Ça veut dire beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et donc après, il ne faut pas se dire que les Iraniens sachent le faire, que les Pakistanais sachent le faire, que plein de gens sachent le faire, et que la difficulté c'est de trouver la matière première. Et il y a des situations où la matière première, c'est pas de l'uranium enrichi, qui est compliqué à produire, c'est juste n'importe quelle bactérie qui traîne dans un coin, et là il y en a plein. Il suffit de se gratter un peu la peau, il en tombe plein par terre. Et donc là c'est plus facile. Donc c'est compliqué. Je parle même pas des manips génétiques pour faire évolution dirigée, biologie de synthèse, enfin, etc. Non, il y a des trucs assez inquiétants, il y a clairement des trucs assez inquiétants dont on se demande si on arrivera à maîtriser les choses. Comme le nucléaire, les scientifiques qui ont fait ça, travailler le nucléaire, l'énergie nucléaire, la bombe nucléaire, dans une intention bonne, initialement, battre les méchants nazis au fond, et puis à la fin, quand ils voient le résultat, ah là les gars, il y en a pas mal qui se sont liquéfiés quand même. Oui mais too late, mais comme disait Fermi, c'est dégueulasse en gros, mais quelle belle physique. C'est presque mot pour mot ce que disait Fermi. Donc il y a vraiment une ambiguïté, c'est certainement, il y a vraiment une ambiguïté. D'où la nécessité de réguler, de vérifier, que ça soit public, que ce soit pas secret. Là le pire c'est quand c'est secret. Parce que tu trouves une saloperie comme ça, secrète, et en plus tu penses que tu vas en faire du fric, tu risques pas de le divulguer, tu vois. Donc, les laboratoires privés ne sont pas tenus aux mêmes obligations de publication qu'un laboratoire public. Donc il y a vraiment des... Voilà, il y a tout un problème sur l'éthique des sciences qui est très important, très très important. Et du coup, est-ce que c'est cette peur qui vous poussait pas mal de romanciers à imaginer des scénarios d'apocalypse? Mais clairement, on peut décider que les auteurs de science-fiction sont des vigiles d'une certaine façon. C'est-à-dire, eux, ils envisagent les conséquences, je le disais. Ce qui me plaît le plus de la science-fiction, qui est souvent pas la science-fiction cinématographique, évidemment, parce que Star Trek, tous ces machins, bon. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ça, c'est d'envisager les conséquences sur les humains, sur les sociétés ou individuelles ou à l'échelle globale. Les conséquences des sciences et techniques. Quitte à ce que la technique n'existe pas et à bricoler, mais de poser des questions importantes. Et ils ont, clairement, Raphaël le disait tout à l'heure, ils ont un rôle de vigie, et peut-être ils inspirent les scientifiques dans leur éthique, ou peut-être les comités d'éthique, je ne sais pas, mais ils ont un rôle très important. C'est peut-être pour ça que la science-fiction, il y a rarement de la science-fiction bisounours. C'est assez souvent, c'est pas forcément apocalyptique, mais ça soulève toujours un problème avec ça tourne le couteau dans la plaie. Quitte à grossir, quoi, dire, à se focaliser sur un élément pour bien en parler, en oubliant plein d'autres choses qui pourraient se passer, mais en se focalisant pour le mettre sous le microscope et trifouiller là où ça fait mal, pour discuter la chose. Donc effectivement, ils ont un rôle d'alerte. Je pense que la science-fiction littéraire aussi, enfin, en général, mais littéraire en particulier, plutôt que cinéma, c'est une littérature qui est extrêmement importante, parce que c'est la seule qui tient explicitement compte de l'évolution scientifique et technique. Car la science-fiction maintenant qu'écrit Raphaël, il tient compte de ce qui se passe autour de lui. Mais il aurait été il y a 40 ans, et la science-fiction il y a 40 ans ou 50 ans, c'était la bombe, et les effets des radiations, les mutations, les monstres, et d'autres trucs. Et dans 40 ans, ça sera encore un autre truc. Donc c'est la seule qui tient compte vraiment des possibilités actuelles, quitte à encore une fois, les déformer, les transformer, voire les amplifier au point qu'elles deviennent fausses ou irréalistes. Et c'est la seule qui fait ça comme une forme de littérature. C'est la seule littérature moderne, tout le temps moderne. Et donc on pourrait imaginer, c'est un travail qui pourrait s'appeler une sorte d'archéologie du futur, à partir des œuvres de science-fiction, déduisez
l'état des connaissances et l'état des peurs ou l'état social de la société qui a produit ces œuvres, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques. Ça pourrait être un problème inverse, intéressant, probablement compliqué, très compliqué à faire, mais voilà. La science-fiction, elle traduit quelque chose, c'est un symptôme de quelque chose. Et en ce sens, elle est très intéressante parce qu'elle mêle vraiment les aspects techniques aux aspects politiques, sociaux, tout ce qu'on veut, quoi. La vie, la vraie vie avec tout. Et il y a rarement des trucs de bisounours, il faut reconnaître. Il peut y avoir des happy end, enfin, où ça se passe bien pour le héros, mais c'est localement, quoi. Autour de lui, le monde s'est écroulé. Lui, il est juste content parce que tout sous ses pieds, ça va, ça tient encore. Mais ça s'est tombé partout autour. C'est happy end, des fois un peu cynique, un peu rinçant. Ouais, je peux peut-être te donner mon expérience à moi là-dessus, quoi. Moi, mon premier roman, première critique, le type me renvoie que j'ai écrit une double apocalypse. C'est pas un apocalypse, deux. Et effectivement, essentiellement, je tue deux générations complètes, quoi. Enfin, si vous lisez, vous verrez les détails. Donc voilà. Et après, je décide d'écrire la préquelle, donc le truc qui part d'aujourd'hui et qui va jusqu'à l'apocalypse. J'arrive sur une table ronde, il y a un gars qui me dit. Bah ouais, non, je suis hyper négatif. Mais après, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi j'étais négatif et je vais vous le dire. J'arrive sur une table ronde, le modérateur me dit ah, mais je crois que tu as le record du plus grand nombre de morts dans ton premier chapitre. D'accord, ça c'est fait. Et puis en plus, à la fin, je tue tout le monde, hein, essentiellement, c'est parfait. Quoi. Effectivement, il reste bon héros tout seul. Sur un bout de truc, c'est comme un con. C'est bon, tout va bien. Comme un con, c'est extrêmement simple. Et voilà, et on est plein comme ça. Je me suis retrouvé sur des tables rondes où les auteurs étaient là parce qu'ils avaient foutu le monde en l'air, en gros, en très gros. Et c'est pas un hasard. Et deux choses. C'est un constat. Dans la science-fiction, il y a plein, c'est ce que tu viens de dire, il y a plein de récits assez négatifs. Et donc j'ai reçu une commande pour une nouvelle. Le truc c'était arrêtez vos conneries, parlez-nous d'un avenir radieux. L'anthologie va s'appeler Avenir radieux. Et donc on avait pour cahier des charges d'écrire un truc positif, quoi. Sans que ce soit utopique, tu vois, sans que ce soit inaccessible. Il fallait, décrivez-nous un truc d'ordre. C'est pas forcément de la science-fiction, ça pouvait aussi être de la fantaisie ou du fantastique, mais moi je fais de la science-fiction dans ce cadre-là. Essayer d'inventer un truc qui soit positif, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et si tu veux, moi, en réfléchissant à ça, je me suis dit, pourquoi je suis si négatif que ça? C'est parce que ça vous plaît. La vraie raison, non mais c'est vrai, ça nous plaît. Et je pense que c'est lié au monde dans lequel on vit, donc à regarder les actualités, tout ça, quand on ne parle que de trucs négatifs, tout le temps, alors qu'il se passe des choses plutôt positives. Elles sont, alors ici ou là on trouve des choses sympathiques, hein, mais on jouit vraiment de toutes les mauvaises nouvelles, quoi. Et c'est notre société qui est comme ça, et c'est donc nous qui sommes comme ça, et on peut s'interroger chacun pourquoi on s'éclate à regarder des nouvelles qui soient hyper négatives, quoi. Jean-Pierre Pernaut, ça nous intéresse pas tant que ça. On peut faire BFM TV, je caricature, tu vois, mais je lui dis, mais c'est ça en fait, c'est que moi, mes romans, je les ai vachement écrits par ce que je disais tout à l'heure en m'inspirant de ce que je vois autour de moi, du monde. Et c'est ça, mon deuxième roman, là où je tue plein de monde au début, il démarre par une vague d'attentats. On y est, quoi, c'est vraiment complètement dans l'actualité. Et donc, je pense que la raison pour laquelle on écrit des trucs négatifs, elle est de deux ordres. D'abord, c'est pour être des vigilants, comme tu disais, c'est-à-dire un peu d'imaginer le pire pour s'en prémunir dans une certaine mesure. Et l'autre côté, parce qu'on aime ça, quoi, parce qu'on adore les histoires qui se finissent mal, en fait, mine de rien. Ou au moins qui passent par un truc qui se finit très mal. Effectivement, un petit happy end à la fin, ça va toujours très bien, quoi. Et donc, je me suis promis que le troisième, il finirait bien, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Alors pour info, quand on me demande d'écrire un truc d'avenir radieux, donc d'essayer d'envisager une hypothèse science-fictionnelle positive, à votre avis je fais quoi? C'est surtout qui est-ce qui vous demande de l'écrire, quoi? C'est un tout petit éditeur parce qu'évidemment il ne va pas vendre avec cette hypothèse-là, c'est Rivière Blanche. Ouais. En tuer que la moitié? Et ça sort en septembre. En tuer que la moitié? Non. Ah non, ça c'est pas. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour que... quelle hypothèse science-fictionnelle? Tu penses au pire et tu essaies de remonter. Non, j'essaie de faire tout l'inverse de ce que j'ai pensé. Tu commences par l'apocalypse et tu reconstruis ensuite. Ça c'est mon troisième. Ça c'est mon troisième, c'est celui qui va finir bien, j'espère. Effectivement, je repars, mon hypothèse c'est de partir d'un petit nombre d'individus et de reconstruire un monde meilleur.
Mais c'est parce que On peut partir du principe aussi qu'au pied du mur, on va réagir et qu'on va prendre les mesures qui s'imposent. Voilà, c'est hyper utile. Non, je change le système politique. Non, mais c'était Complètement. Radical. Ça c'est dit. Et c'est ça quoi? Quoi comme système politique? Tirage au sort des dirigeants. Voilà, très bien. On arrête la caste oligarchique qui nous dirige. Et alors il faut une constitution pour que ça marche. Il faut bien réfléchir au truc parce que c'est pas un système qui va marcher comme ça, c'est super compliqué. Mais j'ai lancé des hypothèses dans cette nouvelle. Non, on arrête d'avoir des gens qui sont investis du pouvoir, qui peuvent être réélus, qui finalement ne font rien. D'abord, ils ne respectent pas les promesses pour lesquelles ils ont élu parce que voilà, le système politico-médiatique est comme ça. Donc il y a des nuances, je dis pas que la politique c'est pas. Il y a des nuances entre eux encore un petit peu, mais. Donc ils sont amovibles en fait. Ces gens-là, ils pensent à leur gueule essentiellement en fait. Dans ces systèmes, ils sont amovibles en fait. Et surtout, c'est toi. Ils sont sortis, Surtout, ils sont c'est, tirés au sort. Oui, C'est-à-dire que demain. s'ils merdent. Non, c'est pas facile de décider s'ils merdent ou Tu pas. changes tout le monde en permanence. Et le critère Si le président change tous les 6 mois, tu peux toujours appuyer sur lui, 6 mois après, c'en est un autre. Alors tu tires pas au sort un président parce que tu peux tomber sur le mauvais gars. Donc tu tires au sort un collège de dirigeants. Il faut qu'ils soient un minimum éduqués, donc il y a des choses système d'accession à la liste des tirés au sort. Un belge a écrit Tu passes là-dessus. un concours qui montre que tu es suffisamment, tu sais lire, tu sais parler une langue étrangère, des conneries. On risque quand même de reproduire les mêmes travers. Non, parce que si le pool de gens que tu tires au sort est très grand, un mec, il pense plus à sa carrière politique, il est investi. Ça vous va? On arrête là? Il est quelle heure? Merci à vous.